Salut, c'est Olivier. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Ohana. On le mentionne souvent sur le podcast, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une marque de textile de triathlon que j'ai créée en 2019, alors que je cherchais moi-même une trifonction. Impossible de trouver quelque chose à mon goût, et surtout dans quoi je me sens suffisamment à l'aise pour enchaîner les 3 disciplines pendant plusieurs heures. J'ai alors décidé de créer ma propre trifonction. Puis je l'ai perfectionnée, et comme elle plaisait pas mal autour de moi, j'en ai créé une marque. Et avec le temps, la gamme s'est développée sur chacune des disciplines. La majorité des produits sont conçus avec des matériaux naturels ou recyclés en Europe. Alors si vous voulez tester la marque ou si vous êtes tout simplement curieux, rendez-vous sur www.ohana.boutique. La taille ne convient pas ? C'est pas grave, les retours et échanges sont 100% gratuits. Petite anecdote, la marque a été créée via une campagne de crowdfunding en 2020. Ça veut dire qu'on conçoit et on perfectionne chaque produit avec nos athlètes. Donc si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, écrivez-moi sur la page contact du même site, www.ohana.boutique. Ça s'écrit OHANA.boutique. Je serai ravi de vous lire. Et maintenant, place à l'épisode. Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour m'accompagner dans cet exercice, comme d'habitude, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Aujourd'hui, nous recevons une invitée qui a déjà pratiqué bon nombre de sports, qui s'adonne sur beaucoup d'épreuves et on va pouvoir développer tout ça avec toi, à savoir Marine Leleu. Salut Marine. Hello tout le monde, je suis très contente d'être là, merci. Eh ben écoute, pareillement, je suis désolé pour cette intro. D'habitude, je suis un peu plus inspiré, mais là, j'avais un petit peu du mal à trouver les mots. Bon, en tout cas, l'essentiel, c'est que tu sois là avec nous. On va pouvoir échanger avec toi de ta vie de sportive et autres, de tous les projets que tu relèves. Mais on a une tradition dans ce podcast, c'est en général de laisser la parole à notre invité, et en l'occurrence, notre invité et eux, pour se présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Marine Leleu pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ? Alors, c'est vrai que j'ai souvent du mal à me présenter parce que j'ai plusieurs casquettes. La première casquette, c'est celle de coach sportive. Donc, je suis coach sportive personnelle. Je suis aussi chef d'entreprise. Donc, avec Chloé, ma meilleure amie, on a créé une marque, donc Liv, une marque de chaussettes pour l'instant, qui se développe petit à petit. Et ma troisième casquette, c'est celle de créatrice de contenu sportif sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je jongle un petit peu entre les casquettes. Il y a des moments, je suis plus dans un domaine, d'autres plus dans un autre. Voilà, et à côté de ça, je suis une sportive amatrice et j'aime beaucoup faire du sport et le partager sur les réseaux sociaux. Voilà. Ouais, j'allais presque dire, tu as aussi une quatrième vie qui est une vie de sportive parce que tu te contentes pas juste un petit peu de t'entraîner, tu fais quand même pas mal de choses. On va pouvoir revenir avec toi là-dessus. Oui, je m'entraîne, mais comme tout le monde. Enfin, pour moi, j'ai jamais été dans un club de triathlon, j'ai jamais eu de coach en triathlon. Voilà, je fais tout comme ça. Mais t'as déjà fait quand même des sacrés défis en triathlon. Enfin, oui, un petit peu, oui. Bon, écoute, je pense que justement pour en savoir un petit peu plus sur ces défis, parce que tu restes un petit peu, secrète, on peut peut-être remonter à tes débuts dans le sport. Comment est-ce que tu as découvert le sport ? Comment est-ce que tu as été piqué par le virus du sport ? Alors, j'ai toujours été sportive. J'ai grandi dans une famille de sportifs. Mon papa, ma maman font beaucoup de sport. Et après, moi, c'est vrai que j'ai toujours voulu être coach sportive. Et donc, du coup, j'ai passé mes diplômes pour être coach sportive dans le domaine de la natation au début. Et après, j'ai voulu m'intéresser, je suis quelqu'un d'assez curieux, et j'ai voulu m'intéresser à d'autres choses autres que la natation. J'avais déjà mon BNSSA, donc mon brevet de maître nageur sauveteur, et je me suis dit, va tester autre chose en tant que prof de fitness. Et du coup, j'ai découvert ça, et j'ai adoré, et je me suis lancée dans ça, j'ai commencé à coacher des gens, les préparer pour des courses, etc. Et puis après, moi, je me suis lancée un petit peu dans ça. Donc voilà, ça s'est fait avec la vie. Voilà, les opportunités, les contacts, les partages. Et alors, quand tu dis que tu as une formation de coach sportive, je sais qu'en France, il y a plusieurs types de formations. Il y a des brevets d'État, il y a des diplômes, il y a aussi des formations qui sont dispensées directement par les fédérations. Toi, tu es passé par quel biais ? Est-ce que tu es passé par STAPS ? Enfin, par quel biais tu es passé en fait pour assouvir ton envie de devenir coach sportive ? Alors moi, j'ai un brevet d'État.
Donc un brevet d'État, j'ai un BPGEPS AGFF, mention C et D, donc cours collectif et musculation, ça s'appelle tout simplement. Et après, j'ai des formations annexes, par exemple TRX, kettlebell, femme enceinte. Voilà, j'ai voulu me former sur ça, toujours voulu être curieuse sur ça. Donc voilà, et donc j'ai fait ça après mon bac. Ok. Et du coup, tu as tout de suite exercé en tant que coach sportive ou tu t'es lancé dans des défis sportifs ou tu t'es spécialisé? Enfin, comment est-ce que tu as orienté un petit peu ton début de carrière et qui t'a doucement amené jusqu'à avoir 3 vies en fait, ou 4? Non, j'ai commencé directement en tant que coach. J'ai commencé à coacher, donc moi j'ai des cours de fitness, donc j'étais sur un estrade avec un micro devant 70 personnes à faire des squats et des cours de step, donc c'était assez épique, mais c'était vraiment bien. Je pense que c'est ça qui m'a permis aussi peut-être de commencer à me forger un petit peu peut-être le cardio, de faire beaucoup de cours toute la journée. Et après, c'était très fatigant quand même de donner des cours de vélo, des cours de body attack, de body pump, de RPM, etc. Et donc j'ai voulu réduire un petit peu cet aspect de coach sportif à tout le monde, et j'ai voulu me spécialiser dans le coaching personnel. Donc coacher des gens, moi je fais pas de sport, mais je coach des gens, les accompagner dans leurs objectifs, dans leur un petit peu dans ce qu'ils faisaient. Et c'est là que je me suis intéressée à la course à pied. J'ai préparé des gens leur premier marathon dans tout ce qui est la partie renfo, etc. Parce que je peux pas prétendre à faire des prépas marathons. Enfin, quand j'ai commencé, je pouvais pas prétendre. Je pense qu'il faut vraiment des formations en tant que coach spécifique dans la course à pied, etc., le triathlon. Puis j'avais pas mon expérience personnelle. Donc c'était principalement le renforcement du sportif, du coureur, etc. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à ça. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai glissé en réduisant complètement mes cours collectifs et en augmentant complètement mes coachings perso, jusqu'à maintenant faire que du coaching perso. De temps en temps, je fais des coachings de petits groupes, mais voilà, mais c'est toujours ma passion, et j'aime toujours ça, aider les gens, les encadrer, les aider à atteindre leurs objectifs, qu'ils soient de course ou tout simplement se remettre en forme ou tout simplement bouger. Voilà. Et comment on fait du coup pour devenir coach personnalisé, hein, comme tu dis, j'imagine les cours collectifs c'était plus facile, tu allais dans les salles de sport, tu avais un contrat avec eux et voilà. Comment tu fais pour trouver tes clients? Parce que je pense que c'est un sujet quand même qui intéresse à mon avis pas mal de nos auditeurs. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de triathlètes qui se disent ah ouais tiens j'aimerais bien la vie de coach, c'est quand même cool, tu passes ta vie à t'entraîner, à entraîner les autres, c'est quand même plutôt sympa. Raconte-nous un petit peu, donne-nous tes secrets, c'est comment tu fais pour te lancer en tant que coach? Alors déjà, je vais peut-être briser des rêves, mais quand t'es coach, des fois c'est très frustrant parce que t'as pas le temps de t'entraîner. Moi, j'ai la chance de pouvoir gérer un peu mon emploi du temps, et vraiment, quand j'ai commencé à coacher à Paris, j'avais un loyer de 1 000 € à donner à la salle tous les mois. Donc, faut payer son loyer plus le loyer pour coacher dans la salle. Donc, faut en faire des coachings quand même. Voilà. Plus encore 1 000 € pour la chambre de bonne, c'est ça? Oula, ouais, exactement, voilà, c'est ça. Et moi, j'ai commencé, alors tout le monde dit oui, mais t'as beaucoup de gens qui te suivent. Moi, non, moi, j'ai commencé, j'avais pas eu tous les réseaux sociaux, donc j'avais pas du tout la vitrine que j'ai actuellement. Enfin, ça veut rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, c'est du bouche à oreille. Je pense qu'il faut commencer à faire des séances gratuites, proposer aux gens, etc. Être ouvert, dévoué. Et moi, j'ai très bien coaché à 5h du matin, comme j'ai coaché de 22h à 23h le soir. Chez les gens, je me déplaçais. En fait, il faut savoir que quand t'es coach aussi, tu coaches quand les gens ne travaillent pas. Donc le matin tôt, le midi, le soir, les jours fériés, à Noël, le Nouvel An. Voilà, en fait, c'est ça. Et les gens, des fois, ils oublient ça. Ils se disent « Ah oui, mais c'est trop bien, tu fais du sport tout le temps. » Ouais, enfin bon, en fait, tu fais du sport parce qu'en fait, t'as travaillé de 6h à 9h du matin. Donc tu peux t'entraîner toute la matinée. Tu reprends de midi à 14h. Et l'après-midi, tu peux t'entraîner, mais après, tu reprends de 18h à 22h, quoi. Donc, en fait, c'est ça que les gens, des fois, ils oublient. Et oui, c'est sûr que le jour férié, le 1er janvier, tu travailles beaucoup. Le 14 juillet, j'ai travaillé. Après, c'est un choix. C'est à toi aussi de gérer ton planning, ton emploi du temps. Mais moi, je sais que les jours fériés, c'est là où on me demande le plus de travailler, ou même en vacances. Voilà, donc après, tu gères ton planning. Mais les conseils que je donnerais aux gens, c'est il faut aimer coacher les gens, il faut aimer faire du sport aux gens, mais il faut pas aimer faire du sport principalement. Ouais, je comprends. Il y a une grande différence. Et ce que tu disais est intéressant aussi, c'est en fait quand tu te lances, et ça je pense que c'est vrai pour n'importe quel type d'entrepreneuriat finalement, c'est pas hésiter à donner beaucoup au début.
Bien Parce sûr. qu'en fait, si tu essayes de vendre ton coaching à tout prix, bah, en fait, tu vas passer ton temps à essayer de vendre un truc que tu n'arriveras pas forcément ou auras du mal. Alors que si tu commences à faire du coaching gratuit, bah, potentiellement, il y aura le bouche à oreille, les gens vont bien aimer. Bon, bah, maintenant que tu as bien aimé, voilà, j'ai besoin de vivre, donc est-ce que ça t'irait de passer sur une formule payante? Donc voilà, et ça, c'est un truc aussi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont tendance un peu à oublier ça. Donc je crois que c'est important, effectivement, de savoir donner, en tout cas dans un premier temps. Et pas hésiter à être inventif, c'est-à-dire pas hésiter à dire aux gens, bah écoute, si tu veux, tu fais un anniversaire, t'as des gens qui viennent, et ben moi si tu veux, je viens au début ou à la fin et je fais une séance avec tes potes et tu partages un bon moment. Ou avec proposer à quelqu'un qui est pas trop chaud, de dire bah écoute, la prochaine fois je te coach toi et ta femme, ou toi et ton mari, on essaie de voilà, ou avec les enfants. Faire des séances sportives, c'est pas forcément faire du sport, c'est de l'activité physique et c'est avant tout bouger, se vider la tête. Et les gens pensent à faire du sport, mais juste en fait pendant 1 heure ils ont pas leur téléphone, ils sont pas en réunion et ils prennent soin d'eux, et ça c'est le plus important. Ils l'oublient aussi beaucoup, ça. Et toi, du coup, c'était beaucoup du coaching axé renforcement musculaire et donc c'était souvent tu te déplaçais chez les gens directement, c'est ça? Alors non, j'allais beaucoup en salle de sport, mais enfin moi c'était en salle de sport, j'avais le loyer que je payais en salle de sport. Ouais, Donc ok. moi j'avais les clients que j'avais en cours collectif que j'essayais de ramener. Sauf que les gens ils payent un abonnement, ils se disent oui, je peux faire des cours collectifs avec Marine, donc pourquoi j'irais payer 1 heure de coaching avec elle? Voilà. Ouais. Donc c'est peut-être leur expliquer, rester des heures sur le plateau, aller voir les gens, leur parler, etc. Leur expliquer, pas faire la rapia, hein, mais juste leur expliquer que c'est important pour atteindre leurs objectifs. Et après, moi en fait j'allais chez les gens au début parce qu'en fait des fois ils me disaient non mais j'ai pas le temps de venir. Bah si t'as pas le temps, t'inquiète, moi je viens. T'inquiète, je viens moi. Et en fait, bah du coup, voilà, en fait c'est faut se sortir les doigts et y aller en fait. C'est Ouais. juste ça. Pas de problème dans la vie, que des solutions. T'inquiète, je viens. Je prends mon kettlebell, je viens mon élastique, je viens. T'inquiète pas. T'as tes escaliers, tu peux monter des anti-escaliers. T'inquiète pas. Ouais, et c'est pas le même public aussi, j'imagine, entre tes cours collectifs et les athlètes, je sais pas, qui préparent un marathon ou qui ont envie justement d'avoir un coach perso, c'est peut-être aussi des publics un peu différents. C'est un peu différent. Après, au final, je m'y retrouve aussi un petit peu et c'est super intéressant. Moi, j'ai autant de plaisir à coacher quelqu'un qui prépare un marathon que de coacher quelqu'un qui se remet au sport, ou une femme qui vient d'accoucher, ou quelqu'un qui se dit, OK, bah, faut que je perde 30 kilos, quoi. Mhm. Moi, je trouve que c'est génial et tout le monde m'apprend. Les gens pensent beaucoup que je leur apprends beaucoup et que je leur apporte beaucoup, mais les gens m'apportent énormément et ça, ils se rendent pas compte. Vraiment, l'échange est vraiment dans les deux sens. Tu disais tout à l'heure que quand tu as commencé, tu étais un petit peu frustré parce que tu faisais pas de sport. Alors, tu faisais pas de sport en même temps que tu coachais les athlètes qui faisaient appel à toi. Malgré tout, entre deux creux, entre deux séances d'entraînement, tu arrivais à t'entraîner. Mais effectivement, comme tu l'as reprécisé après, quand tu es entraîneur, c'est quand même très rare que tu nages avec tes athlètes, que tu cours avec tes athlètes ou que tu fasses du renfort avec eux. Éventuellement, tu montres les séances, mais tu n'es pas dans une séance d'entraînement, on est bien d'accord? Exactement. Moi, je me suis jamais aussi peu entraînée qu'au début de mes coachings, parce qu'en fait, j'enchaînais toujours. Et moi, bah, j'avais un loyer à payer à la fin. Et en fait, t'as pas de contrat avec. Enfin, je veux dire, t'as pas de contrat tous les mois de te dire bon bah si je bosse un peu ou pas, tous les mois je suis salarié donc ça va. Non, en fait là, bah des fois je commençais à 6 heures, je finissais à 14 heures, j'avais 2 heures pour manger, sauf que bah j'étais crevée en fait. Enfin, tu peux pas t'entraîner quoi. T'as beau être motivé et dire oui, no pain no gain, non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Tu pensais à dormir. Et donc non, je m'entraînais pas. Et c'est vrai que oui, quand je coach les gens, je leur montre les mouvements. Et en fait, moi, je trouve que tu peux pas t'entraîner avec les gens, en fait, parce que si tu t'entraînes avec les gens, tu peux pas leur montrer le petit truc qui est en plus, leur montrer les choses, les corriger, etc. C'est pour ça que moi, je suis contre les programmes en ligne, parce qu'en fait, juste un petit détail, et bah, ça va faire que la personne va travailler mieux et ça va être plus approprié par rapport à elle et pas par rapport à tout le monde. Voilà. Et pour moi, c'est les coachings avec Marine Leleu, et ben en fait, t'as le petit truc en plus. Sinon, c'est pas. Voilà. Alors, quand t'es pas à fond ni dans l'un ni dans l'autre, quoi. Enfin, ni dans ton entraînement à toi, ni sûr. dans le feedback que tu donnes à ton coach. Voilà. Pour moi, ce serait une perte de temps pour mes entraînements. Et puis, pour la personne, ce serait payer pour quelque chose qui n'en vaut pas la valeur. Et juste pour avoir une idée au niveau des tarifs, par exemple, un coach prépa renforcement musculaire, ça coûte combien en moyenne?
Ça dépend. Moi, j'ai commencé, j'étais à 30 € l'heure, sachant que tu donnes la moitié à l'État. Et l'autre moitié en frais de déplacement. Voilà, c'est ça. Et maintenant, je suis à 70 € à Paris et à 60 € à Bordeaux, parce que forcément, voilà. Mais il y a des coachs à Paris qui sont à 110, 100 €, 110, 130. Moi, je n'utilise pas du tout, entre guillemets, ma notoriété pour ça. Il y a beaucoup de coachs qui sont beaucoup plus chers que moi. Et beaucoup de gens me disent, mais Marine, mais t'es Marine Leleu, tu payes plus. En fait, non, j'ai juste un diplôme de coach. Je vois pas pourquoi je serais plus cher. En fait, enfin, voilà, je veux pas. Et même, ça m'est déjà arrivé de coacher des gens qui font de la télé, des gens un petit peu connus, et jamais je leur ai fait un tarif beaucoup plus cher. Jamais, en fait. Donc, en fait, ça dépend. Après, tu peux très bien dire, ok, bah, tu me prends 10 séances, je te fais un peu moins cher. Coacher en groupe, finalement, c'est temps, c'est un peu moins cher. Ça dépend. Après, t'as des gens qui disent, bon, bah, du coup, moi, je coach 3/4 d'heure, donc c'est un peu moins. Mais moi, il faut savoir que je fais payer l'heure, mais des fois, je mets une demi-heure ou 3/4 d'heure pour aller chez les gens. Donc, au final, c'est plus. Mais bah, tu gardes ta clientèle et en fait, t'essayes d'être proche d'eux et en fait, que ce soit donnant, t'essayes que eux, ce soit gagnant et toi aussi. Il faut pas oublier qu'en fait, les gens, ils veulent juste se dépenser. Et oui, c'est ta façon de gagner de l'argent, mais aussi, eux, c'est leur façon de se dépenser. Voilà. Et puis j'imagine, c'est une question d'offre et de demande aussi. Tu refuses des coachings aujourd'hui ou t'en cherches encore Oui, oui, je refuse beaucoup de coaching parce que je pourrais, mais en fait, moi, je trouve que c'est pas honnête. J'aurais pas le temps ou je prends pas le temps. Le temps, quand tu veux, tu le trouves. Hein. Mais moi, je préfère prendre le temps maintenant pour moi de peut-être plus m'entraîner, plus travailler sur la marque, sur Live, plus du coup développer aussi mes réseaux sociaux. Mais aussi, je veux garder absolument ce coaching. Après, rien ne dit qu'un jour j'ai envie d'arrêter les réseaux sociaux complètement. Du coup, j'aurai plus de temps pour coacher parce que mine de rien, c'est ce que j'aime. C'est mon métier de cœur, donc voilà. Ok, dans tes différentes activités pro, c'est ce que tu préfères C'est pas ce que je préfère, mais c'est ce qui m'anime depuis que je suis toute petite et depuis que je suis coach. Et je dis que je suis toute petite parce que je suis vieille maintenant, ça fait 10 ans que je coach. Hein. Attends, on n'est pas passé par la case chaud, de ton âge. Alors, tu t'es libre de le dire ou pas, mais... Ah, c'est chaud, là. T'es pas si vieille que ça. C'est chaud, là. Oh là là, si, les gars, vous allez voir, vous dire, ah ouais, on dirait pas, vous allez voir. Mais donc, du coup, non, c'est pas ce que je préfère ou pas ce que je préfère. Enfin, ça dépend des fois. Il y a des moments, j'adore coacher. Il y a des moments, en fait, ça dépend. L'été, bah, du coup, je préfère peut-être un peu plus m'entraîner. Voilà, en septembre, il y a peut-être les nouvelles sorties de produits. Enfin, voilà, ça dépend. Et encore une fois, j'ai la chance de pouvoir faire un peu ce que je veux. Tout à l'heure, tu disais que quand on est coaché par Marine Leleu, il y a le petit plus. Le petit plus, c'est que tu es systématiquement en présentiel avec les personnes que tu coaches ou tu es sur un rythme, je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine et puis après, tu leur donnes un petit peu d'exercice à faire de leur côté ou c'est vraiment systématiquement tout le temps avec toi? Non, c'est tout le temps avec moi. Sauf après, si c'est des gens que je connais depuis longtemps, que je coach. Il y a des gens que je coach depuis 4 ans. Hein. Ils sont toujours là. Hein. Et moi, j'ai pas de nouvelles personnes depuis 2 ans, sauf depuis que je suis arrivée à Bordeaux. Forcément, j'ai une nouvelle clientèle. Mais sinon, j'ai pas de nouvelles personnes. C'est les mêmes, ils restent et ils sont là, ils sont fidèles. Et moi aussi. Mais après, ça m'arrive de leur donner des petites choses à faire. Mais parce que je les connais, je sais qu'ils ont des bons placements, ils me connaissent un peu ma façon de travailler, etc. Mais sinon, c'est juste niveau emploi du temps. Mais jamais... moi, je pars du principe que c'est important que je sois là parce que moi-même, quand des fois je m'entraîne avec des potes ou avec des coachs, on s'entraide. Moi, la séance que je fais seule, je la fais seule. Ce sera jamais la même que si je la fais avec quelqu'un d'autre. Jamais. Et c'est humain. T'as beau avoir un bon mental et te dire ouais, je suis un warrior, je vais tenir. C'est humain en fait. Avec quelqu'un, tu te pousses plus. Ouais, puis même en dehors de ça, je pense qu'on est 3 autour de la table qui pouvons certainement en témoigner. Si on prend par exemple la natation et tu as commencé par la natation, il n'y a rien de comparable entre faire une séance seule et une séance accompagnée. Même pas forcément avec quelqu'un dans un but d'être accompagné par quelqu'un, mais plutôt d'être suivi d'un point de vue technique. T'as beau nager depuis 20 ans, 30 ans, je pense que tu as toujours quelque chose à apprendre, tu as toujours un placement à refaire, tu as toujours un petit œil du coach qui va te dire, bah, écoute, là, tes doigts, tu peux les écarter un peu plus, tu peux les fermer un peu plus, etc. Donc oui, je suis d'accord avec toi, je comprends l'intérêt d'avoir un coach qui te suit au quotidien
quotidien, enfin, ou du moins régulièrement dans tes séances. Et justement, par rapport à ça, quand on est coaché par Marine Leneux, c'est quoi la fréquence? C'est tous les jours, une fois par semaine, 2 fois par semaine? C'est au choix? C'est au choix, ça dépend des objectifs de la personne, ça dépend de son emploi du temps aussi, ça dépend aussi un peu du mien. Mais en général, c'est 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Et du coup, là, tu coaches uniquement en renfo ou tu coaches aussi en natation? Parce que tu nous as dit que tu as commencé le sport par la natation. Est-ce que c'est aussi une des cordes que tu as à ton arc? Non, je coach que en renforcement musculaire, tout ce qui est aussi la proprioception, le travail du coureur. Maintenant, avec mon expérience personnelle, je sais un petit peu ce qu'il faut travailler quand t'es coureur, quand tu veux courir, etc. Après, la natation, je peux pas coacher parce qu'il faut que j'aille en piscine. Et en piscine, je peux pas me permettre de dire, excusez-moi, poussez-vous, j'ai quelqu'un qui nage, je coach. Tu vois, en fait, il faudrait que je sois employée de la mairie ou de la piscine. Et ça m'est déjà arrivé d'aller avec des potes, pas du tout en séance de coaching, pas payé ni rien du tout, leur donner des conseils. Je me suis fait virer à la piscine parce qu'ils pensaient que je travaillais. Et en fait, je les comprends. Enfin, je veux dire, sinon n'importe qui nage un peu et dire, ok, bah moi je coach natation, tu payes ton entrée, et voilà. En fait, voilà, tu peux pas en fait. Enfin, il y a des maîtres nageurs pour ça. Tu peux pas prendre leur place, quoi. Je peux donner des petits conseils comme ça. Parce que le maître nageur, il est pas juste là pour te rattraper si jamais tu tombes à l'eau et que tu sais pas nager. non, quand même. C'était la petite blague un peu mesquine. Bon, alors, mais ça, c'est ta première vie de coach. Mais tu fais pas que ça. Et notamment, moi, je pense que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi de parler un petit peu de Marine, la sportive. Comment est-ce que tu en es arrivé à te lancer dans des projets sportifs tous aussi fous les uns que les autres? Comment j'y suis arrivée? Je sais pas trop, en fait. Je crois que ça s'est fait au fil de mes rencontres, au fil de ma vie. J'ai commencé à coacher des gens pour leur premier marathon et je me suis dit, putain, c'est cool. Et je leur ai dit, si vous passez la ligne d'arrivée, la prochaine course, je la fais avec vous. J'avais jamais fait de semi-marathon de ma vie, en fait. Et finalement, ils l'ont fait et j'ai commencé dans ça. Puis j'ai commencé à faire un semi-marathon. Je me suis dit que c'est le truc le plus dingue que je ferais toute ma vie, le plus gros, énorme, si j'avais su. Et puis après, je me suis mise à faire un marathon, puis un Alpha Ironman, et puis un Ironman, 2, 3, 4, puis l'enduroman. Après, c'est ce que j'ai déjà dit, je suis jamais dans la surenchère, ça sert à rien. Ouais. Et avec le recul, l'enduroman, je l'ai fait beaucoup plus tôt. Je l'ai fait beaucoup trop tôt. Pour ceux qui savent pas, l'enduroman, c'est l'un des plus gros triathlons au monde. Donc, c'est 150 km de course à pied, de Londres à Douvres, aux côtes anglaises, traversée de la Manche à la nage. Et après, c'est Calais-Paris à vélo. Et en fait, moi, je l'ai fait un peu tôt parce que maturité sportive, en fait, le truc, c'est qu'en fait, tu fais ça et après, tu fais quoi de ta vie? En gros, c'est OK. Maintenant, je fais quoi? Mais vous rigolez, mais c'est très dur, hein. Moralement et mentalement, faut vraiment être fort, hein, parce que après, c'est vraiment compliqué après parce que tu sais pas. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, mais il faut être fort déjà pour le faire, c'est une chose, parce que ça demande quand même un sacré entraînement. On a eu Perrine Lefage qui a fait ça aussi et nous racontait un petit peu ses séances de natation où elle se faisait 6 heures de piscine après le boulot, de 17 à 23. Donc, non, je peux imaginer que c'est une sacrée préparation. Mais l'après-coup, mais je te comprends tout à fait. En général, déjà après avoir fait un Ironman ou un marathon, après ça dépend un petit peu. À chacun met la barre où il veut, mais une fois que tu as réalisé un gros défi sportif, après, t'as un peu moi, j'ai ça en ce moment là. J'ai fait au moment où on enregistre là, c'est 10 jours après mon Ironman de Vitoria. Je sens effectivement ce vide. C'est vraiment le blues du triathlète où tu sens. Non, mais c'est vrai. Je comprends tellement. Non, mais je comprends. Non, mais je comprends. Moi, j'ai eu pareil après Nice. Hein. Après Nice, moi, j'ai eu pareil. Hein. Et tu te dis, en fait, je fais quoi? Je m'entraîne, j'ai plus le truc qui m'anime le matin, je me lève, je pense à ça, je mange comme ça, je dors comme ça. Et t'as plus ça. Et donc... En fait, t'as plus ça. Alors imagine l'enduroman. Non mais je vois très bien. Et je trouve que, désolée, je dévie un peu, mais je trouve que on n'en parle pas assez des après-courses. Et moi, je veux vraiment prévenir un peu les gens parce que ça peut vraiment être très dur la redescente. Hein. Voilà, tu vois, on en parle en rigolant, mais vraiment, ça peut être très très dur. Je te parle pas de dépression, mais franchement, ça peut. Hein. Et les gens en fait autour ils comprennent pas. Non, mais les gens en plus autour ils comprennent pas. Ils disent ça va, tu peux te reposer un peu. Hein. Et en fait, les gens ne comprennent pas. Et je trouve que c'est sous-coté. Non, c'est un vrai truc. Enfin, les après Ironman. Et en fait, je trouve qu'il y a une préparation pour l'Ironman, mais il faudrait se préparer aussi mentalement. Et moi, je dis toujours aux gens, attention, soit prévois des courses plus tard, sans forcément t'inscrire, mais dans ta tête, tu sais qu'il y a un truc après, comme ça, tu t'arrêtes pas. Sans forcément, je te parle pas de 2 semaines après, hein, mais prépare des choses, prévois des choses, autre chose, pars en vacances, prévois des choses. Ta vie ne va pas s'arrêter après, même si tu te dis, oh, c'est bon, je fais ça, après, je verrai. Non.
parce que c'est vraiment très dur la redescente. Et d'ailleurs, moi, en amont de la course, j'étais limite, parce que bon, c'est un truc, faut dire, ça a été reporté, ça faisait 3 ans que je la préparais, cette course. Mais donc, du coup, j'étais limite plus excité de me dire, c'est bon, la course sera derrière moi. Parce que je vais pouvoir justement lâcher un peu cette charge mentale, cette pression de l'entraînement au jour le jour, tous les sacrifices qui vont avec. Et en fait, c'est vrai que tu as quelques jours d'euphorie après, parce que tu dis, ça y est, je l'ai fait, trop bien. Voilà. Tu as les endorphines en plus. Tu as les endorphines. En général, tu as fait le déplacement, donc voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un moment, tu rentres à la maison, tu retrouves le boulot, le truc, tu as les gens qui disent, ah, bravo, machin, ok, cool. Et après, il y a un espèce de vide, c'est hallucinant, et tu te dis, mais waouh, ça, la vie a moins de. Tu vois, ça a perdu. Parce qu'en fait, c'est tellement. C'est un truc, c'est devenu. Ça fait partie de ton identité. Tu vois, ça t'a forgé pendant des mois, pendant des années, ça fait partie de ton identité. Et là, tout à coup, c'est plus là, tu vois. Et donc, tu as besoin, effectivement, et comme tu dis, ouais, faut prévoir un peu le truc. Se faire des vacances, voir des potes, voir la famille, enfin je sais pas, faire un truc, mais en tout cas te retrouver tout seul à la maison, tu vois, et retrouver ta route. En fait, t'as perdu ta routine d'athlète. C'est ça, le truc de te dire vite, faut que je sorte du boulot, faut que je revienne, faut que je fasse un truc pour aller m'entraîner, vite, faut que je fasse ça pour aller m'entraîner, pour faire ça. Ah non, faut que enfin voilà, vraiment. Et les gens te disent, non mais c'est simple, profite des bonnes choses. Cuisine, médite, va te balader. Et ouais, bien sûr, c'est clair, ouais, j'ai envie de le faire, mais en même temps, tu te dis, putain, est-ce que, tu vois, c'est difficile de revenir à des trucs comme ça, et pourtant, c'est important, hein, c'est essentiel, hein, je veux dire, c'est important, c'est essentiel. C'est hyper important, je dis pas le contraire, mais vraiment, c'est pas facile de revenir à ça, de te dire, bon, allez, maintenant, je vais me balader dans le parc et puis je vais méditer, alors que, tu vois, 2 semaines avant, t'étais en mode 20 heures d'entraînement par semaine, si pas plus, t'as un rythme comme ça et ça change complètement. Et je crois que c'est un truc qu'on retrouve aussi, je sais pas, les entrepreneurs qui ont revendu leur boîte, par exemple, tu vois, qui ont eu des gros succès. Bah, en fait, ouais, t'as quelques millions sur ton compte en banque et après, je pense que t'as un peu le même effet. Et c'est un peu la même chose pour, à mon avis, pas mal de gens qui ont bossé comme des dingues pour arriver à un truc. Et une fois que ça y est, là, tu dis waouh. Et donc. Mais je trouve que le pire en plus, c'est que les gens autour comprennent pas. C'est qu'en fait, par exemple, en fait, les gens, même si tu t'expliques que t'as un vide, les gens ils comprennent pas et c'est pas leur faute en fait. C'est juste que, en fait, tu peux pas expliquer ce que tu ressens. À part, tu vois, toi, tu comprends ce que je ressens, mais les gens ne comprennent pas et en fait, oui, enfin, c'est bon, t'as fait ton truc, repose-toi, c'est trop bien, t'es le plus fort. Ouais, c'est bien, mais en fait, ce vide, c'est dur à combler. C'est un phénomène qui est quand même bien connu, qui s'appelle d'ailleurs le blues du marathonien en général. C'est-à-dire que, comme tu dis, Marine, ou comme tu dis, Olivier, tu te fixes un objectif, tu l'atteins, et après. Et c'est pour ça que très souvent, en tout cas, quand on a fait 1 ou 2, ou même quand tu es bien accompagné, on va te dire, fixe-toi un deuxième objectif à plus courte échéance, peut-être quelque chose de moins gros, mais reste un petit peu sous pression, sous tension, pour pas qu'en fait, tu passes le mur et après, plus rien. Et en même temps, parce que tu disais, je suis pas dans la surenchère, mais donc t'as quand même fait. T'avais quel âge quand t'as fait l'Enduroman ? J'ai pris le départ, j'avais 26 ans. Donc c'est quand même jeune. En général, on a tendance à dire que déjà. J'étais la plus jeune jamais. Parce que déjà un Ironman, en général, faire un Ironman avant tes 30 ans, limite, c'est chapeau. Tu vois, et je crois que la moyenne d'âge sur Ironman, t'es entre 35 et 40 à mon avis, un truc dans le genre. Mais oui, parce que moi, mes 2 premiers Ironman, j'ai fait podium. Parce que dans ma caté, il y avait personne. Il y avait personne. On n'était pas beaucoup. Donc, j'ai fait 2e et 2e. Et j'ai fait une fois 3e. Oui, j'ai fait mes 3 premiers Ironman, j'ai fait 3 podiums. Et t'avais quel âge 18, 24 ans. Ouais, 18 ans. Et qui fait des. Enfin, ouais, apparemment, tu me dis, vous étiez plusieurs. Non, j'avais 20. Ah non, t'étais dans la catégorie 18 ans. Ok, attends pas. Mais ouais, 21, ouais. C'est vachement tôt. On en a eu quelques-uns aussi. Hein, non, mais bien sûr. Et en plus, avec le recul, c'est bien hein, si tu t'entraînes bien et tout, mais je pense que la maturité, même là, l'Ironman que j'ai fait, j'ai une gestion de course qui est complètement différente, gestion des efforts, gestion du ravito, mais tout. Et les gens, ils me disent, oui, ça va, tu peux l'apprendre. Non, vraiment. Apprendre sur soi-même, savoir qui tu es vraiment, ça change tout sur une course. Vraiment.
Ouais, et puis morphologiquement aussi, hein, t'as pas enfin, je veux dire, ton corps est pas le même à 20 ans, à 30 ans. Ah, pas du tout. Déjà, tu n'as pas forcément la même capacité de récupération, ça on le dit souvent. Et puis oui, ça fait partie c'est la 4e ou la 5e discipline du triathlon, c'est savoir gérer ta course. Parce que bourriner en natation, bourriner en vélo et bourriner en course à pied, bon, déjà, c'est pas forcément donné à tout le monde, mais en plus, savoir gérer l'effort sur les 3 disciplines, ça reste quand même un exercice assez compliqué. Et donc, du coup, toi, tu dis que tu as gagné en maturité, donc tu as gagné. Tu fais pas ta course de la même manière que tu as fait ton premier, ton deuxième, ton troisième Ironman. Qu'est-ce que ça a changé pour toi en sous-entendu, quels conseils on peut donner à nos auditrices et nos auditeurs qui se lancent dans le triathlon ou qui se lancent dans des distances de plus en plus longues qu'est-ce qu'ils vont ressortir de cette expérience et surtout s'ils la répètent dans le temps? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, on n'a pas la même récupération quand on vit. Donc déjà, moi, je vais avoir 31 ans cette année, hein, donc voilà. Mais déjà, on n'a pas la même récupération dans le temps. Mais moi, je trouve que, ok, je suis plus vieille entre guillemets que quand je l'ai fait tout jeune, quand j'ai fait plus jeune, mais j'ai énormément d'heures d'entraînement en plus en fait. Donc oui, il s'est passé beaucoup de temps entre, mais en fait, mon corps, il s'est quand même beaucoup plus entraîné. Je te parle pas sur la période, mais en tout, mon corps s'est plus entraîné. Voilà quoi. Je pense que comme j'ai une hygiène de vie plutôt bien, etc. aussi, ça aide. Mais je pense que ce qui a changé, c'est, par exemple, j'ai fait le marathon de Madrid cette année. J'ai pris un gros taquet, gros coup mou, Marine, t'es nulle, t'es vraiment une merde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris du recul et j'ai pas fait les mêmes erreurs sur ce marathon-là. Voilà, je me suis dit, Marine, arrête, t'es pas la meilleure, arrête n'importe quoi. Voilà, enfin, je l'ai jamais vraiment pensé, mais bon. Et tu gères mieux la course. En natation, tu sais que tu vas prendre des coups, tu sais qu'il faut faire attention à ta trajectoire, parce que si tu regardes pas trop les bœufs, oui, c'est chiant de lever la tête pour regarder où tu vas, mais en fait, au final, ça te fait gagner du temps, tu nages un peu moins, etc. Sur les transitions, peut-être mieux gérer tes positions dans mon sac, je fais quoi, réfléchir à quand tu vas sortir de l'eau, tu réfléchis en amont, tes gestes, ce que tu vas faire en premier pour pas perdre de temps. Bon, c'est pas 2 minutes sur Ironman, moi je m'en fiche des 2 minutes, mais bon, à vélo, ok, je commence à manger dès le 5e kilomètre à vélo, je commence à manger les sandwichs, avant je me suis dit mais jamais, et en fait parce que ce que tu manges sur le vélo, c'est ce qui va te servir pour le marathon après. Il y a plein de choses comme ça, personnellement. C'est pas valable pour tout le monde. Moi, il y a plein de choses comme ça. Penser à beaucoup boire, apprendre à me faire pipi dessus à vélo pour pas perdre du temps. Et ouais, les gars, avant, j'aurais jamais pensé faire ça, tu vois. Et en fait, oui, voilà, t'écoutes aussi un peu les pros, t'écoutes un peu ce qu'ils font, ce qu'ils disent, etc. Le marathon, gérer aussi ton effort, savoir comment tu gères le truc. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des gens. On est tous différents, on a tous des caractères différents, on a tous des entraînements différents, des vies différentes. Et heureusement, sinon, ce serait nul si on était tous pareils. Donc voilà, je pense qu'il faut écouter un peu à droite à gauche, prendre des conseils à droite à gauche, tester les choses en entraînement, ne pas faire une généralité sur tout, même si bon, il y a des choses de base, mais surtout tester les choses et ne pas se faire engrainer ou influencer par les autres. Alors que bon, je suis pas la meilleure placée parce que je partage beaucoup sur les réseaux, mais attention aux réseaux sociaux parce que les gens partagent vraiment beaucoup de positifs et que les trucs bien et partagent pas forcément les mauvais trucs. Voilà. Bah oui, c'est clair, tu t'es tapé une raclée, en général, t'as pas trop envie de le partager, tu partages la belle photo finisher en général sur les réseaux. Voilà, alors que moi je le fais de plus en plus, et je trouve que c'est très honnête de partir courir. En fait, au bout de 2 kilomètres, je rentre, je le dis. Madrid, j'ai pleuré, c'était dur, c'était horrible. Oui, il y a des groupes Facebook qui me taclent. Oui, il y a des gens qui utilisent et qui me détruisent sur les réseaux sociaux. Mais franchement, j'en ai rien à faire. Et puis de toute façon, quand on parle de moi, ça me fait vendre des chaussettes beaucoup plus. Donc, allez-y les gars. Hein. Bon, on parle de moi, c'est très bien. Hein. En bien ou en mal, franchement, maintenant ça m'atteint plus. Le bad buzz qui devient un good buzz finalement. Le bad buzz, ça reste un buzz en fait. Ah donc, on entend parler de toi. Ah oui, non mais Marine Leleu, elle sait pas courir. Marine Leleu, genre c'est Martine. Martine traverse la Manche à la nage. Martine vend ses chaussettes. Martine sait pas courir. Martine pleure sur marathon. Oh, si vous savez, moi franchement, il y a longtemps, je me serais arrêtée sinon. Et puis honnêtement, au niveau du SEO, il n'y a pas mieux. Hein. Franchement. Mais même, ils sont même drôles des fois. Tu disais tout à l'heure que je voulais juste réagir sur une petite chose que tu as dit. Tu as dit que c'est pas les 2 minutes que tu vas, entre guillemets, perdre à la transition qui vont te poser un problème sur Ironman parce que finalement, c'est vrai qu'une course Ironman, les meilleurs
les ultra meilleurs qui courent dans des conditions spécifiques, c'est moins de 7 heures pour les hommes, moins de 8 heures pour les femmes. Sinon, les records du monde sur la belle Ironman, on est entre 7 et 8 pour les hommes, entre 8 et 9 pour les femmes. Et puis, pour le commun des mortels, on est entre 10 et 15 heures. Effectivement, par contre, peut-être que là où tu vas gagner, quand tu réfléchis déjà à ta transition, quand tu réfléchis déjà aux différents éléments qui vont constituer ta sortie d'eau, ta montée sur le vélo, les éléments qu'il faut que tu mettes, le casque, le dossard, etc. Alors déjà, ça va t'éviter parfois des sanctions, parce que ce serait dommage de te prendre un carton alors que tu n'es même pas encore sorti du parc à vélo, ou alors que tu n'es même pas encore revenu au parc à vélo, parce que... Ah, j'ai fait ça, oui. Pour ceux qui savent pas, on a fait un super beau vélo, on arrive et on oublie de descendre avant la ligne. Bah, c'est dommage, mais c'est un joli carton. Donc tout ça, en fait, déjà, ça va peut-être t'éviter des sanctions, puis ça va t'éviter aussi pas mal de charge mentale. Et finalement, sur des courses comme ça, tu vas avoir besoin de toutes tes ressources, à commencer par ta ressource mentale, non ? Exactement, c'est exactement le mot que tu as employé, la charge mentale. En fait, si tu enlèves de la charge mentale, tu gardes, et c'est bête de réfléchir, ça utilise de l'énergie, c'est débile, mais vous avoir sur un Ironman, au bout d'un moment, tu as un petit peu de mal à cogiter là-dedans. Et oui, exactement, ce que tu dis, les derniers kilomètres à vélo, tu te répètes dans ta tête, attention à la ligne, attention à la ligne, attention à la ligne, attention à la ligne. Et avec l'expérience, tu sais que attention à la ligne. Parce que te prendre un carton ou faire 8 minutes de prison parce que tu t'es pris un carton, c'est bof, quoi. Voilà, mais encore une fois, c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre le temps de faire son Ironman, prendre le temps de faire un triathlon, commencer par des petits, travailler les transitions, connaître un petit peu comment ça se fait, ce qu'on fait, on fait quoi dans les sacs de transition, qu'est-ce qu'on met, etc. Et réfléchir en amont à, ok, je sors de l'eau, je fais ça dans l'ordre. Ah non, c'est vrai que je dois faire ça avant ça. Ok, c'est bon. Par exemple, il y a beaucoup de gens, ça m'est déjà arrivé d'entendre des gens qui disaient qu'ils avaient, en enlevant leur combinaison, enlevé leur puce, ils ont oublié de la remettre. Ça arrive souvent. Ouais, mais en fait, au bout d'un moment, tu réfléchis pas. Ou même, ça m'est arrivé de voir quelqu'un qui est parti en course à pied avec son casque à vélo sur la tête, quoi. Donc bon, mais c'est con, hein. Mais moi, je me suis retrouvée à mon deuxième Ironman. Je voulais faire la star avec les photographes sur les côtés. Je me dis, je vais faire une belle photo et tout ça. Au 90e kilomètre, il y a un truc qui me gêne au niveau de mon menton. Je me rends compte que c'est mes lunettes de piscine que j'avais mises là. Donc, j'avais les photos officielles avec des lunettes de piscine autour du cou. Genre, je suis truc comme ça. Et voilà. Ah bah oui, faut bien en rire. Non, mais écoute, bon. on a tous fait des erreurs, hein. Même ceux qui ont des années de pratique. Hein. Oh bah oui, mais bon. En même temps, ça c'est des trucs, tu les sais, ça devient des automatismes à partir du moment où tu as fait 5-10 courses, il y a pas de secret, quoi. C'est ça. Ou alors... Donc ne vous jetez pas en disant c'est ça. Ne te dis pas je vais faire un Ironman, non, fais des petites stations, teste des choses, teste ces transitions. Voilà. Et à la limite tu les fais en entraînement aussi, tu vois, mais je me souviens, j'avais un coach à un moment au Pérou, il faisait des séances d'entraînement où on travaillait que les transitions, où on travaillait les départs tu vois, depuis la plage jusqu'en mer. Comment tu fais pour passer devant les mecs devant toi pour avoir la tête dans l'eau, tu vois, c'est le genre de truc, c'est con, mais voilà, comment tu fais pour enlever ta combinaison le plus vite possible quand tu sors de l'eau, ça se travaille. Ah bah rien n'est con. Tu vois, non, comment tu fais pour enlever ton bonnet et tes lunettes et de les garder dans la manche de ta combi en néoprène, comme ça t'es sûr que tu vas pas les perdre et qu'au moins t'as les mains libres et qu'avec ta main libre tu peux faire autre chose. C'est con, mais on n'y pense pas forcément, et je crois qu'il y a beaucoup de gens effectivement qui ont fait ces erreurs, donc c'est des trucs à pratiquer. Et en fait, soit tu apprends de tes erreurs, de toute façon, tu apprends toujours de tes erreurs, ou alors tu es bien conseillé. Et au rang des conseils, est-ce que toi, Marine, qui a déjà fait pas mal de triathlon et d'autres défis, j'aimerais bien qu'on y revienne aussi un petit peu après, mais est-ce que tu as souvent des gens qui te sollicitent, alors même pas forcément des gens sur les réseaux eu égard à tout le contenu que tu crées, mais même peut-être des proches qui se disent, tiens, un jour, j'aimerais bien faire un triathlon, qui t'appellent et qui disent, Marine, c'est quoi ton conseil ? Qu'est-ce que je dois faire ? Parce que moi, ça m'est déjà souvent arrivé, et en général, je sors une liste à l'après-vert et les gens me disent, c'est bon, finalement, le triathlon, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, on en reparlera la prochaine fois. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des appels à conseils, et puis qu'est-ce que tu dis à ces gens-là, finalement ? Déjà, la première question que je leur pose, c'est, t'as envie de faire un triathlon ou tu as envie de le faire parce que c'est à la mode et parce que les copains le font ? Déjà ça. Parce que si t'as pas ça, je pense que c'est compliqué. La deuxième question à poser, c'est, ok, c'est quoi ta discipline où t'es le plus à l'aise ? En général, c'est souvent la natation. Parce que souvent, c'est des gens qui courent ou qui font un petit peu de vélo. Ok, donc en natation, sache qu'en fait, oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, mais si tu cours et que tu fais du vélo, t'as la condition physique. Ce qui te manque, c'est juste la technique. Voilà, et juste le travail peut-être en mer ou en lac.
Voilà, donc c'est juste ça. Mais qu'est-ce qui est plus difficile, la technique ou la condition physique? En fait, la condition physique, en général, si tu fais du triathlon, tu l'as en course à pied et à vélo. Donc moi, je pense que ce qui est plus difficile à avoir en natation, c'est la technique. On est d'accord, ouais. Il vaut mieux en fait, être à la limite bon nageur mais sans condition que l'inverse, on est d'accord. Mais d'ailleurs, la plupart des athlètes haut niveau en triathlon, c'est des gens qui viennent de la natte à la base, quoi. Très souvent. C'est ça, ouais. Exactement, c'est ça. Moi, j'ai la chance en natation je nage plutôt bien, donc c'est pas trop un problème. Moi, je dis toujours aux gens, ok, prends-toi 4-5 cours avec un maître nageur, tu vois, 30 minutes, mais pas plus. Juste, il va te montrer des tips. Tu sais nager, mais juste, il va te montrer des trucs que tu vas essayer de reproduire et tu continues à t'entraîner en vélo, en course à pied, ton souffle, tu vas l'avoir, etc. Après, les conseils que je donnerais aussi, c'est avoir un triathlon pas forcément trop loin de chez soi, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, le vélo, c'est chiant, la combi, c'est chiant, les affaires et tout ça à transporter. Donc, va pas te rajouter de la charge mentale pour ton premier triathlon où tu as du stress, le transport, l'avion, le train, la housse, le vélo, le je sais pas quoi, ok. Essaye de faire ça proche de chez toi. Si tu peux pas, bon, c'est pas grave, mais essaye de le faire proche de chez toi. Et des proches et des gens qui sont là pour t'encourager, c'est important, on n'y pense pas, mais vraiment, c'est important. Change. Et même pour les souvenirs, vraiment, ça change tout. Vraiment, quand vous êtes sur une course, vous repenserez à ça, mais vous dites, en fait, mais tu vois quelqu'un, t'as envie de lui dire, je t'aime pour toute la vie, quoi. Même si c'est ton papa, ta maman, tes amis, ou voilà, quoi. Mais voilà, c'est ça. Et après, je dirais, ne pas négliger les transitions, travail de transition. Donc, chaque discipline, la travailler. Avec ou sans coach, voilà, et s'intéresser, être curieux, soyez curieux, regardez le parcours, regardez la natation si c'est en mer, regardez s'il y a des sorties à l'australienne, regardez un petit peu ça, etc. Et travailler les transitions. Pour moi, c'est le plus important parce que des fois, ça surprend beaucoup. Oui, ça va, je sais courir. Ouais, mais courir après avoir fait du vélo, le début, oula, ça fait vraiment bizarre, quoi. Voilà, travailler les transitions. Puis même, tu sais courir, mais va courir 800 mètres entre la sortie de l'eau et ton vélo. T'as beau être le meilleur coureur du monde. Avec une combi mouillée. C'est pas sûr que la position allongée à la position debout, tu saches la maîtriser quand même. Voilà, c'est ça. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça. Teste tes ravitaux, teste tout en fait. Voilà, c'est un petit peu ça que je dirais aux gens. Soyez curieux, ne gobez pas tout ce qu'on vous dit, mais surtout soyez curieux et testez les choses. Un triathlon, ça se prépare pas en 2 semaines. Testez les choses en entraînement, testez les choses avec les copains, essayez le sucré, le salé, l'eau, je sais pas quoi et tout. Et ne jamais tester un truc le jour d'une course. Jamais de nouvelles baskets, jamais un nouveau gel qui va vous donner des problèmes gastriques. Voilà, ce serait dommage. Ne jamais tester un nouveau truc le jour d'une course. Bon, ça, je pense que si on reprend tous les épisodes qu'on a fait, Olivier, on le dit systématiquement. On ne teste jamais rien le jour de la compétition. C'est le slogan de l'épisode, du podcast. Je pense que ça revient une fois par épisode. Mais on est bien d'accord. Ok. Et si on revenait un petit peu, du coup, toi, tu nous dis, j'ai fait un semi-Ironman, et puis de là, je suis passé sur Ironman. Au final, j'en ai fait 3. Et puis, je suis passé sur l'Enduroman. Ça s'est passé en combien de temps et comment, à quel moment tu t'es dit, je passe sur l'Enduroman? Parce que ça, c'est quand même un truc. On n'en a pas eu beaucoup des invités qui ont fait l'Enduroman. Parce que autant quand tu es triathlète, tu rêves d'Hawaï, en général. Enfin, quand t'es Ironman ou Ironwoman, tu rêves d'Hawaï, mais rêver de l'enduro, je suis pas certain, quoi. Ouais, alors en fait, entre-temps, j'ai fait quand même beaucoup de marathons. J'ai dû faire une 20aine de marathons en tout, donc j'en ai fait beaucoup. Donc des efforts longs, je connais aussi un petit peu. Après, moi, j'ai toujours fait tout par moi-même. J'ai jamais été dans un club, etc. Et le fait d'être coach, c'est aussi que je me connais. On parle beaucoup, Marine Leleu, elle est blessée, mais moi, les blessures que j'ai eues, c'est toujours un camion qui m'a percuté une voiture. Je me suis jamais blessée moi-même. Les périostites, je connais pas. Les fractures de fatigue, je connais pas. Les mal de genoux, je connais pas. Les mal au dos, je connais pas. Et c'est pour ça que moi, les blessures que j'ai eues, je savais pas ce que c'était, je savais pas gérer. Parce que le fait d'être coach, c'est que je fais beaucoup de renforcement musculaire à côté, beaucoup de proprioception. Je travaille beaucoup sur ça. Et les gens, les triathlètes, ils pensent qu'il faut courir, nager, faire du vélo. Ah, pas du tout, les gars. Pas du tout. Là, il faut travailler beaucoup au niveau des genoux, les muscles, etc., le dos. Moi, depuis que je fais du crossfit, j'ai plus mal au dos. J'avais mal au dos, mal aux muscles. Je me suis renforcée. J'ai le dos hyper fort. J'ai plus mal aux épaules. Je peux rester des heures sur le prolongateur. J'ai plus mal et tout ça. J'ai une carapace forte, je pense. Voilà. Et du coup, c'est hyper important. Et donc, moi, je dis toujours, en fait, j'en ai fait beaucoup, mais j'ai toujours fait petit à petit. J'ai toujours fait... en essayant de m'écouter, et le fait de ne pas avoir de programme d'entraînement, pas avoir de faire de fractionner, merde, je dois faire ça, on m'a dit de faire ça, c'est dans mon programme. Non, pas du tout. En fait, j'ai envie de courir, j'y vais, j'ai pas envie, j'y vais pas. Je suis comme intelligente, je sais ce qu'il faut faire pour préparer un Ironman, faire des sorties longues, travailler les transitions, etc. Et donc, du coup, j'ai toujours fait
par moi-même. Et j'ai vu, en fait, j'ai toujours fait par rapport aux sensations. Mes 2 premiers Ironman, je les ai fait sans montre et sans chrono. J'avais aucune idée de combien j'étais sur mon vélo, hein, avec des lunettes H&M. Hein, donc, les gars, et puis des lunettes de natation autour du cou, quoi. Les lunettes mouches. Ah bah voilà, c'est ça. J'avais même un short de gym. J'avais même pas de cycliste. Mais ça veut rien dire. Hein. Attends, moi, t'as fait un Ironman sans pot de chamois? Ah bah oui. Oh, je pourrais même vous montrer les photos. Hein. Ah mais ça, ouais, on veut bien. Ça, on veut bien les photos quand même. Ah bah oui, les gars, oui, même à la sortie d'eau, un gel douche s'il vous plaît pour me laver. Hein. Voilà. Ah bah, et malgré tout, tu fais 2e quand même. Donc c'est cool. Ah bah oui. Non, mais voilà, c'est qu'en fait, moi, je dis toujours que comment ça s'est fait petit à petit et j'ai vraiment fait avec moi, mon corps, mes ressentis. J'avais toujours un petit peu plus. Donc oui, bon, tout à l'heure, je disais que j'étais pas dans la surenchère. Je suis pas forcément dans ça. Moi, j'ai jamais été dans les chronos, etc. C'est sûr que c'est intéressant, c'est plaisant, etc. Mais c'est pas mon premier objectif. Donc en fait, je trouve que oui, les gens se blessent beaucoup parce qu'ils veulent toujours faire des meilleurs temps, des meilleurs chronos. Moi, en fait, c'est pas que je me donne pas à fond sur un Ironman, mais c'est que je vais pas me buter la gueule. Moi, si c'est pour ne pas faire de sport après, la semaine d'après, non. Enfin, moi, le sport, c'est dans mon quotidien, en fait. Je dis pas de faire du sport le lendemain, quoi. Mais voilà. Donc, en fait, vraiment, ça s'est fait. Comment je suis passée? Ça s'est fait petit à petit avec mes rencontres, avec mes partages, avec mes potes. Oh, tiens, on va faire ça. Ok, je m'inscris, je vous suis, je vous encourage, voilà. Et surtout, allez voir des courses. Un conseil aussi que je donne, allez voir des courses en tant que spectateur. C'est super intéressant. Ça permet de voir les choses autrement et d'avoir aussi un autre avis et de voir des choses que vous ne voyez pas pendant la course. Ça, mettez-le-vous en tête ou même être bénévole. Être bénévole sur des courses, moi, c'est un truc que j'ai fait une fois et que je rêve de faire sur un Ironman. L'année prochaine, je veux vraiment faire un Ironman en étant bénévole parce que déjà, sans eux, on n'est rien et c'est vraiment top. Ouais, et puis ça permet aussi de donner, en fait, parce que quand on fait les courses, en fait, on a énormément de bénévoles qui sont là pour nous et je pense qu'on leur doit beaucoup, comme tu dis. Énormément. Ça, je suis d'accord avec toi. Et ce côté, tu vois, ce côté renforcement pour éviter les blessures, etc., c'est un truc qui est primordial et même pour les gens qui sont pas des athlètes, en fait. Enfin, je veux dire, c'est dingue. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui se plaignent de mal au dos, de trucs, de machin. En fait, ouais, fais un peu de renforcement. Enfin, tu vois, je veux dire, le corps humain, il est pas fait pour rester sur une chaise devant un ordi et puis de passer de la chaise à la voiture et puis au canapé à la maison et puis dans un lit. Enfin, tu vois, je veux dire, à un moment, faut que tu bouges, quoi. Notre corps, il est fait pour ça. Donc, forcément, si tu fais pas ce pourquoi ton corps est fait, effectivement, c'est clair que ouais, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des dysfonctionnements et ça peut commencer même déjà assez jeune. Donc, moi, c'est un truc ça me frappe, parfois ça me fait un peu du mal, tu vas de me dire putain, il y a des gens qui ont mal au dos, mais ouais, parce que t'es sédentaire, parce que tu bouges pas, parce que tu fais pas de sport, quoi. Oui, et puis tu leur dis t'as mal au dos, faut bouger. Ah bah non, je vais pas faire de sport, j'ai mal au dos. Ouais, mais c'est ça, mais donc du coup c'est un cercle vicieux, c'est non, je cours pas parce que j'ai mal au genou. Ouais, mais attends, 80% des gars qui ont mal au genou, c'est parce que ils sont pas renforcés, parce que leurs genoux ils sont. Parce qu'ils marchent pas, juste déjà, ils bougent pas, quoi. Ne fût-ce que marcher, c'est déjà très bien. Donc effectivement, il y a ceux qui sont dans l'extrême, qui poussent leur corps un petit peu trop dans le retranchement, mais bon, il y a aussi, il y a les deux extrêmes, quoi. Et pour revenir sur toi et sur l'enduro, pardon, tu nous dis que ça s'est fait tout seul. Les choses, non. L'idée a maturé en toi tout doucement, en fait, au fur et à mesure de tes expériences. Elle a raté son vol et elle s'est dit bon. Ouais, allez. Non. En fait, c'est avec mes potes que j'ai rencontrés à Paris et tout ça. On disait tiens, t'as vu, il y a une course incroyable et tout ça. Ça s'appelle l'Enduroma, il traverse la Manche. Je fais non mais c'est des malades et tout. Et puis 1 ou 2 ans plus tard, je vois qu'il y a aucune Française qui l'a fait. Il y a personne, quoi, tu vois. Et bon, je regarde. Et puis en tant que coach, je me suis interrogée sur la prépa de ces gens comme ça. Je me suis dit mais en fait, qu'est-ce que tu peux faire comme prépa pour préparer ça? Et en fait, moi j'ai trouvé ça tellement intéressant. Ma préparation pour l'Enduroman, j'ai trouvé plus intéressante que la course en tant que coach. Le corps humain est passionnant, les gars. Mais la plus belle machine du monde entier, c'est incroyable. Franchement, mon corps, je l'ai vu se changer, transformer, pas forcément physiquement, mais sur plein de choses. Et du coup, en fait, je me suis dit, je teste, je tente. Alors, il y a des entretiens, il y a des CV, enfin, les trucs, tu t'inscris pas comme ça. Bon, déjà, il faut payer, hein. Mais il y a des entretiens, en tout, 17 000 €. Ah ouais.
Mais attention, c'est un chiffre qui fait peur, mais attention. T'as 2 voitures qui te suivent, les 2 voitures, faut payer le shuttle pour la faire traverser, t'as le Airbnb à payer à Londres, à Douvres, à Calais, à Paris, le juge, tu lui payes sans nourriture pendant 3 jours, ses logements, son billet de train pour retourner à Londres, enfin, en fait, c'est pas que la course, c'est tout, en fait. Les équipes, t'as 4-5 personnes qui viennent pour toi, tu payes un médecin, le médecin, pendant 10 jours, parce qu'en fait, t'as une tranche horaire de 10 jours pour partir. Donc pendant 10 jours, il travaille pas, donc tu dois lui payer 10 jours de salaire. En fonction de la météo, ouais, d'accord, ok. Voilà. Donc, en fait, c'est plein. Au début, tu te dis, mais c'est hyper cher. Mais en fait, quand tu t'expliques les choses, puis t'as la nourriture, tes ravitaillements, puis t'as la combinaison, les baskets, une paire de baskets de... Ça reste cher. Enfin, c'est justifié, mais ça reste... parce qu'il faut les sortir, quoi. 17 000 € pour une course. Déjà, Ironman, en général, on a tendance à dire, ouais, Ironman, c'est un peu cher, machin. Et... Ouais, c'est ça. Mais même les autorisations pour traverser, tu traverses la Manche, tu es prioritaire sur les bateaux quand même. Enfin, c'est quand même incroyable. Et après, pour tous ceux qui disent oui, mais Marine a les sponsors, sachez que non, les sponsors n'ont pas payé. Moi, je voulais pas qu'ils payent les sponsors parce que je voulais pas me dire ah non, mais ils ont payé, faut que je tienne, faut que je tienne. Faut savoir que le mec qui l'a fait avant moi, il est mort, juste la semaine avant moi. Donc, tu peux pas te dire non, faut que je tienne. Non, là, c'est vraiment sérieux. Tu fais limite ton testament de partir. T'as que 30% de chance de réussite. C'est pas un Ironman. Donc voilà. Donc oui, c'est cher, mais moi, je voulais vraiment aussi me dire, Marine, t'as payé cette course. Voilà, fais-le pour toi. Ouais, alors je sais pas dans quel scénario t'as le plus de pression. Si c'est parce que t'as déboursé 17 000 € de ta poche, ou si c'est parce qu'un sponsor te l'a payé. Mais dans les deux cas, t'as quand même une sacrée pression, quoi. Non, en vrai. Non, en vrai, moi, je préfère les choses pour moi. Enfin, je veux dire, moi, j'aurais eu trop de pression de me dire, je vais arrêter, mais qu'est-ce qu'ils vont me dire? Les gens, la marque, elle a payé pour. Non, mais au pire, je m'en fous. Ouais, juste pour revenir sur l'histoire du budget, alors les auditeurs qui nous suivent assidûment doivent le savoir, je me préparais pour une traversée de la France en courant et en nageant. Et moi, j'avais estimé le budget sur un mois à 50 000 €. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, non, mais t'es malade, 50 000, c'est beaucoup trop cher. Mais effectivement, comme tu dis, un mois, le gars qui te suit avec le camping-car, le médecin, le kiné qui sont mobilisables, l'essence, la bouffe. Parce que quand tu cours 60 bornes par jour, tu manges pas de sandwich. Ton coach, c'est pareil. Enfin, voilà. Et donc. Ouais, non, mais même, tu rachètes une boîte de compil. Enfin, c'est con, mais puis ça, et puis mince. Ah, j'ai oublié ça. Ah, tu peux m'acheter ça. Voilà, et puis les prix à Londres, c'est pas les prix en France non plus aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Voilà, le caméraman qui te suit, le montage vidéo, le truc. Enfin, voilà. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Et il y a d'office, juste pour comprendre un petit peu au niveau logistique. Tu dis il y a 2 voitures qui font Londres-Paris. Ah c'est moi qui ai décidé. Non, c'est moi. Moi, il y avait une voiture avec le juge, le caméraman et mon père. Et dans l'autre voiture, il y avait Chloé, qui me suit, et une autre personne. Il n'y avait pas assez de monde pour les 2 voitures. Et en fait, il fait toujours qu'il y ait une voiture devant, une voiture derrière. Il y avait mes parents, etc. Si je veux, il y a qu'une voiture. Mais la voiture, il faut la louer, il faut payer le droit qu'elle aille en Angleterre pour qu'elle puisse rouler en Angleterre. Il faut payer le shuttle plein de trucs, les places de parking, en fait, tout, quoi. Ok, et tu dis le caméraman, ça c'est d'office, t'es obligé d'avoir un juge et un caméraman dans la voiture? Non, le caméraman, c'était moi, je voulais le partager. Oui, c'est ça, ok, d'accord. Le juge, c'était obligatoire. Okay, donc le juge, c'est obligatoire. Minimum un juge, et le médecin, c'est obligatoire aussi, alors? Non, ok. T'en as qui vont avec quelque chose et un couteau, quoi. Mais voilà, si tu veux... moi, je suis partie avec des lunettes H&M. Le juge, il m'a regardé, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a là? J'avais des lunettes mouches, on pourrait voir les vidéos, les lunettes mouches H&M. Tu les as pas lâchées, en fait. C'est les mêmes que ton premier Ironman, t'en avais racheté une paire, quand même. Avec un t-shirt, c'est marqué à la queue derrière le le. Donc, bon, si tu veux, au bout d'un moment, on est là. Mais en dehors de ces anecdotes-là, la préparation, justement, tu parlais de la prépa tout à l'heure. Comment est-ce que tu as géré ta prépa pour un effort aussi énorme? Parce qu'on le rappelle, tu as 150 bandes de course à pied. Après, la traversée de la Manche, ça dépend un petit peu comment tu nages, comment sont les courants, comment sont les conditions climatiques. Ça dépend des courants. 50 km j'ai nagé. Et puis sur la partie vélo, on est à 250 km, c'est ça? 290. Bon, voilà. J'étais pas trop loin, mais j'étais pas dedans tout à fait. Donc en fait, comment est-ce que tu prépares ça? Surtout que c'est un peu comme l'histoire de l'Ironman. Quand tu donnes les distances de l'Ironman, les gens te disent, tu fais ça sur combien de jours? Non, tu fais ça en enchaîné. Donc là, l'enduro, tu fais ça sur... Déjà, il faut savoir que ça surprend énormément quand on explique ça à des gens qui ne connaissent pas. Mais il faut savoir que moi, donc en fait, tu t'inscris à peu près 1 an et demi ou 2 ans à l'avance. C'est quand ta candidature est acceptée. Donc, c'est-à-dire que déjà, mentalement, 1 an et demi ou 2 ans à l'avance, tous les matins, tous les jours, tu travailles en disant, je vais faire ça. Donc, c'est important que ton cerveau, déjà, il enregistre ça. Parce qu'en fait, ça paraît dingue quand on dit ça, les gens disent c'est impossible.
Mais si c'est impossible, bah voilà, tous les jours, moi, pendant 1 an et demi, dans ma tête, je me disais, je vais faire ça. Je me disais pas, je vais le faire sans problème. Non, je me disais, je vais faire ça, je me prépare pour ça. Donc déjà, c'est hyper important, la partie mentale. J'ai pas eu de coach mental, de préparateur mental. Peut-être que c'est une erreur ou pas. J'en ai pas ressenti le besoin. Peut-être que ça aurait été bénéfique. J'ai pas pris le temps, j'ai pas voulu en avoir. Comment on prépare sur ça? Déjà, l'eau dans la Manche est très froide. Donc, j'ai pris des douches froides pendant 1 an et demi. Et j'avais des poils, j'avais un duvet que j'ai sur les bras là, qui avait poussé sur tout le corps. C'était incroyable. J'ai des poils longs comme ça qui poussaient. Mais parce que l'eau est à 13 degrés. Donc, c'est froid. Et c'est la première cause de mortalité dans l'enduroman. Quand t'as froid, hypothermie égale crise cardiaque. Donc, déjà, il faut le savoir, ça. Les gens qui traversent la Manche, qui font entre guillemets que la traversée de la Manche, ils sont bien portants. Voilà. Mais bon, j'ai dû prendre 12 kilos. Donc prendre 12 kilos quand tu cours 150 bornes, c'est pas facile. Et tu prends pas 12 kilos en mangeant des McDo, parce qu'il faut une bonne hygiène de vie. Voilà, donc tout ça, c'est voilà, du travail. Et moi, j'ai trouvé que c'était incroyable. Excuse-moi, tu as dû prendre 12 kilos parce que c'est ce qu'on t'a recommandé? Tu avais un nutritionniste ou un coach ou quoi qui t'a recommandé ça? Ou c'est toi qui t'es dit, je dois prendre 12 kilos? Non, j'ai fait un stage de malade à Lanzarote. Le stage, c'était tous ceux qui allaient ou qui avaient traversé la Manche à la neige. D'accord. Donc, bon. Mais donc, tu rencontres des gens, des Russes, des Espagnols, des Italiens, tout ça. Et ils étaient tous bien portants. Et en fait, ils t'expliquent aussi que plus t'es gros, entre guillemets, plus t'as du gras, ça maintient la chaleur, en fait. Donc, en fait, moi, je me suis dit, je pourrais jamais tenir. En fait, je vais avoir froid, soit je vais abandonner, soit je vais faire une crise cardiaque, je vais mourir, comme le mec avant, quoi. Donc, compliqué. Donc, en fait, voilà. Et puis, quand tu réfléchis, tu dis, bah oui, c'est logique. Enfin, c'est logique, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait, qui était pas facile. Mais c'est quelque chose que j'ai fait. Pareil pour la partie course à pied. Moi, j'avais couru que des marathons jusque-là en course à pied. Donc, une fois, je me suis lancée pour mon premier 50 km. Et c'était très dur à partir du 46e kilomètre. Je me suis dit, mais c'est horrible. Et puis, quelques mois plus tard, je me suis lancée sur un 70 km. Et ça a été horrible que à partir du 65e kilomètre. Voilà. Et petit à petit, ça s'est fait comme ça. Mon plus gros entraînement, c'était un 110 km de course à pied enchaîné par un 25 km de piscine le lendemain. Et c'est là que je me suis rendu compte que je récupérais beaucoup mieux 3 heures après mes 110 bornes de course à pied que 10 heures après. Et c'est pour ça que j'ai décidé qu'à l'enduroman, je finissais la course à pied et 3 heures après, je repartais dans la Manche. Parce que sinon, j'avais encore le nerveux et qu'après, je redescends et je suis pas bien. Voilà. Donc en fait, c'est pareil. Soyez curieux. J'étais curieux. Je me suis intéressée. J'ai contacté des gens qui avaient déjà fait l'enduroman, qui se préparaient. Perrine, elle se prépare en même temps que moi, sauf qu'elle faisait pas du tout le même entraînement que moi. Donc je stressais. Je me dis, mais c'est impossible. On fait pas du tout pareil. Bon, on l'a fait toutes les deux, tu vois, mais soyez curieux. Intéressez-vous. S'intéresser. Pourquoi il fait ça? C'est pas juste je fais ça. Ok, mais pourquoi tu fais ça? Explique-moi pourquoi. Soyez curieux, en fait. C'est juste ça, en fait. Moi, c'est ce que je dis aux gens. J'ai été curieux. Je me suis intéressée. J'avais un suivi de médecin au niveau du cœur et parce que juste ça m'intéressait de grave de voir que mon cœur, j'avais ma VO2 max qui était, c'était fou, de voir que mon corps changeait, de tout en fait. Et c'était passionnant, incroyable. Enfin, c'était génial, quoi. Et ça, on n'a pas besoin de faire un enduroman pour voir ce changement. C'est assez incroyable, même. Bien sûr. Enfin, quelqu'un qui est sédentaire et qui se prépare pour un même pour un 10 km à pied, je veux dire, Mais bien sûr. Le corps, c'est incroyable. Et une fois que tu as goûté à ça, justement, ça devient un truc. Forcément, tu as envie de l'optimiser au maximum, quoi. Exactement, le corps, il s'adapte à tout. Pourquoi en musculation, les gros bodybuilders, ils changent leur programme toutes les 3 semaines? Parce qu'au bout de 3 semaines, le muscle, il s'adapte, en fait. Et voilà, si tu fais tout le temps la même chose. Et c'est pour ça qu'en fait, le corps, il s'adapte. Si tous les jours, quelqu'un de sédentaire se dit, je marche pas, et en fait, tous les jours, je vais faire 5000 pas, ce qui est bien, mais ce qui est... Voilà, et bah, au bout d'un moment, son corps, il va s'habituer. Donc, du coup, un peu plus, ou alors un peu plus vite. Ou alors avec un sac à dos. Enfin, tu vois, toujours trouver. Ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin d'exercices de choses, appelez-moi, hein. Moi, j'ai tout, hein. Des fois, il y a des gens, ça fait 4 ans que je les coach, ils n'ont jamais fait la même séance. C'est l'histoire du gars qui fait les 50 pompes tous les matins et tous les soirs, et au bout de 2 mois, il dit, mais je comprends pas, je prends plus de muscles ou... Bon. Bah, voilà. Et on dit souvent que c'est pas tellement la destination qui compte, c'est plutôt le voyage. Là, la destination, pour toi, ce serait l'enduro. Le voyage, c'est toute la partie préparation, justement. Tu dis que t'as adoré voir ton corps changer, adoré voir ton cœur évoluer aussi, bosser sur toute cette prépa-là. Et pendant l'épreuve, est-ce que... Alors, on imagine que tu as souffert, on imagine que, pour parler crûment, t'en as chié, mais est-ce que tu en as ressorti quand même un certain plaisir? Et puis, quel est le sentiment une fois que tu passes la ligne, une fois que tu arrives à Paris? En vrai, pour moi, l'enduroman, c'est que la traversée de la Manche.
parce que je pense que t'es un vrai coureur. Enfin, tu cours des marathons, 150 km. Enfin, je pense qu'on vous dit, vous le faites et que vous pouvez marcher. Enfin, c'est pas incroyable. Enfin, ça paraît fou pour beaucoup de gens, mais tu cours un peu. Je trouve pas ça dingue, quoi. Moi, j'ai fait les 80 premiers kilomètres sans m'arrêter. Après, j'ai marché, couru. Et ça va. Et le vélo, 300 bornes de vélo. Ok, c'est après avoir traversé la Manche, mais. Ouais, mais ça, voilà. c'est le plus facile. Ça, c'est le... Voilà. La natation, c'est l'Everest de. Enfin, la traversée de la Manche, c'est l'Everest de la natation. C'est un peu ça. Et en fait, tu peux être très bon coureur, très bon nageur, pardon. Tu peux être Florent Manoudou, il peut ne pas savoir traverser la Manche à la nage. En fait, il faut savoir traverser, il faut savoir nager en mer, céder des courants, céder de tout. Il faut savoir gérer tout ça. Nager à côté d'un bateau, nager dans la nuit, tu ne vois rien. Tu nages dans le noir, t'es au milieu de la Manche, t'as les bêtes. Enfin, c'est con, mais il faut penser à ça, en fait. Tu vois ? Et en fait, moi, c'est pour ça que pour moi, l'enduroman, et je le répéterai toujours, c'est la traversée de la Manche. Et oui, c'est après avoir couru 18 heures. Ok, c'est vrai. Mais moi, je savais que j'allais finir l'enduroman et t'as qu'une personne qui, après la Manche, n'a pas terminé le vélo. Et c'est peut-être par rapport à l'épuisement, mais tu traverses la Manche à nage, tu finis. Ton enduroman, tu le finis, quoi. Et moi, franchement, je suis sortie, j'ai touché les côtes françaises. C'était... J'ai envie de pleurer déjà. C'était dingue en fait parce que déjà j'ai essayé de me relever et j'y arrivais pas. J'étais comme ça pendant 15 heures et donc j'avais la tête qui tournait. Il y avait mes parents qui étaient là et les gens qui étaient là. C'était ouf. Et le sentiment est indescriptible en fait. Et plus jamais de ma vie je pourrais revivre ça, je le sais. Et c'est ça qui est dur, mais c'est tellement précieux en fait. Pourquoi tu pourras plus jamais revivre ça ? Alors, on ne fait pas de la psychologie de comptoir, mais tu crois que c'est vraiment le plus fort que tu aies vécu et que tu vivras jamais dans le sport ? Je pense. Je dis pas ça vraiment, mais vraiment, c'est quelque chose qui... En fait, dans ma tête, c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas forcément, tout le monde ne vit pas forcément. Et à ce moment, il y avait les gens que j'aime qui étaient là. Et j'avais réussi un truc pour lequel je m'étais entraînée pendant des années et où je risquais ma vie aussi. Et que je me suis beaucoup entraînée. Et c'était symbolique pour moi parce que je suis arrivée à Calais et je suis arrivée en face de chez ma mamie où j'ai grandi sur cette plage en fait. Et tout ça en fait. Et ouais, c'est ces heures, c'est ces trucs, tout le monde croyait pas en moi. Il y a des gens qui m'ont dit mais Jérémy, tu arriverais Marine, tu vois. Et en fait, oui, je vis des énormes émotions dans le sport. Là, quand j'ai passé l'enduroman, la ligne de l'enduroman, de l'Ironman, pardon, c'était énorme, mais énorme. Mais ces émotions-là, c'est quand même particulier. Je pense que c'est d'autant plus particulier que c'est un défi que tu fais toute seule en fait. Enfin, t'es accompagnée, mais tu prends pas la ligne, tu prends pas le départ avec quelqu'un d'autre. Il y a pas les 1500, 2000 autres participants d'un Ironman qui sont autour de toi et qui partent avec toi. Là, t'es tout seul contre toi, t'es tout seul avec toi, et puis dans ta prépa en général, sur des prépas comme ça, t'es tout seul aussi, quoi. Oui, et puis pareil, les gens comprennent pas trop. Et les gens disent oui, c'est bien, tu t'entraînes, mais ils comprennent pas trop tout ça, les sacrifices aussi, que ce soit financier, mais personnel aussi. Ils comprennent pas tout ça. La fatigue. Pourquoi tu fais ça, Marine ? Pourquoi je le fais ? Tout simplement pour ces émotions, quoi. Et les gens pourront jamais comprendre pourquoi. Mais je m'en fiche, du moment que moi je le sais, c'est plus important. Ouais, parce que moi, on m'a sorti un jour, non, mais en fait, tu fais ça juste pour la gloire. Non, c'est pas une question de gloire, tu vois, c'est un truc, c'est... Non, mais moi, je l'essaie depuis un moment. Pourquoi est-ce qu'on le fait finalement ? Tu dis, ouais, c'est pour les émotions. Ouais, c'est parce que c'est un truc qui te fait te lever le matin et tu vois, c'est un but dans la vie, quoi, tu vois. Il y en a, leur but dans la vie, c'est, je sais pas, c'est de faire de l'argent. Il y en a tu vois, c'est de s'occuper de leur famille. Enfin, voilà, il y a tout le monde peut avoir un but très, très noble. Et là, ton but à toi, en tout cas, à ce moment-là dans ta vie, c'est ça, quoi. C'est ton truc, tu vis pour ça, quoi. Après, bien sûr, moi je pense que pour faire autant de sport dans la vie, je pense qu'on a tous un petit problème, et dans la vie on a tous des problèmes. Non mais c'est vrai, et en fait c'est un vide à combler peut-être tous les sportifs de haut niveau, ou même tous les gens qui font du triathlon un petit peu comme nous, des trucs un peu dingues, c'est qu'on a un truc toc-toc dans la tête, tu vois. Et en fait, si ça nous sert de notre équilibre, si le sport et de faire des choses comme ça nous aide à être équilibrés et à être bien avec nous-mêmes, et let's go, en fait, tu vois. Et oui, c'est pas normal de faire, ce que je dis toujours, c'est pas normal de faire autant de sport, c'est pas normal de faire tout ça,
mais en fait, c'est quoi la normalité? Mais non, mais c'est ça, Tu vois? exactement. On n'est pas forcément anormaux. C'est juste que, voilà, on est tous un peu différents et on a aussi, enfin, c'est aussi une question d'hyperactivité, De vision de la vie, d'énergie. bien Enfin, sûr, tu vois, je veux oui. dire, moi, je sais que, bon, si c'était pas le sport, ce serait autre chose, tu vois, mais j'irais probablement, parce que j'ai tendance un peu à aller parfois dans des trucs un peu extrêmes, parce que voilà, je suis attiré un peu par ça et parce que j'en ai besoin aussi, tu vois, c'est ma manière de Oui, vivre. c'est ça, t'en as Je besoin. pourrais pas rester à la maison. Et les autres n'ont pas C'est ça, forcément je besoin. pourrais Mais... pas avoir un job 9 to 5 et puis me regarder et puis me poser devant la télé, quoi. Pour moi, c'est un truc, enfin, c'est impossible. Donc je pourrais faire plein d'autres trucs, mais Bon, en off, Marine, je prendrai ton numéro pour que tu aies une petite conversation avec mon épouse, parce qu'elle a du mal aussi à comprendre. Mais bon, ça, c'est... non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui, mais c'est normal, hein, c'est normal. Mais je comprends qu'ils comprennent pas, tu vois. Mais bon. Ouais. Ouais, oui, bien sûr. Mais moi, ce que j'ai toujours, hein, moi, j'ai plein de copines qui comprennent pas, mais qui respectent. Oui. Et ça, c'est Et plus ça, important. je suis d'accord. Qu'elles comprennent pas, il y a aucun Ouais. problème. Mais juste, tu Je suis respectes. Enfin, moi, je comprends pas que tu sortes et désolé, mais tu te bourres la gueule tous les Ouais. week-ends et tu fumes, je sais pas quoi. Je comprends pas, mais je respecte. Et ça peut rester mes amis, mes meilleurs amis que j'aime plus que tout Ouais. le monde, tu vois. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et par rapport à ça, justement, par rapport à ton cercle proche, par rapport à ta famille, est-ce qu'il y a aussi des gens qui comprennent et qui te soutiennent coûte que coûte? Oui, oui, les vrais amis, ils me comprennent. Enfin, je sais pas s'ils comprennent vraiment, mais ils me soutiennent. Et c'est le plus important, c'est hyper important, le soutien de la famille. Ouais, des amis, et parce c'est qu'en fait, important. tu vois, je pense que quelqu'un qui est un peu sédentaire, tu vois, qui fait pas trop de sport, que tu leur dises je prépare un marathon ou que tu leur dis je prépare un enduroman, pour eux, c'est limite pareil, tu vois. Enfin, je veux dire, Oui, tu vois, c'est des trucs qui sont tellement impossibles, tellement inatteignables pour eux, tu vois, que Oui, puis c'est qu'ils ont pas la notion, parce que des fois, moi, j'ai des gens qui me disent ah, ce week-end, j'ai fait le marathon de trucs. Je fais ah bon, c'est vrai et tout, trop bien. Ouais, enfin. Et en fait, je comprends qu'ils ont fait l'Odyssée. Et en fait, pour eux, des fois, course, c'est. Enfin, j'ai aucun problème contre l'Odyssée, tu vois, des petites courses, mais les gens ils pensent qu'un marathon, c'est courir, des fois. Et c'est pas grave. En fait, c'est pas. Ou le fameux... C'est un marathon de combien de kilomètres? Bah... Oui, voilà, c'est ça. Mais et c'est pas leur faute et on peut pas leur en vouloir. C'est juste que bah, des fois ils ont pas la notion, mais juste il faut savoir que c'est comme moi. Tu me parles d'un truc que c'est pas mon domaine, je vais rien savoir, tu vois. Et c'est juste essayer d'être curieux les gens. Voilà, c'est juste Par ça. rapport à l'enduro encore, et si on revient un petit peu sur la préparation, ça représente quoi en termes de volume horaire? Alors uniquement en termes de prépa, parce que pour ceux qui ne le savent pas forcément, sur des défis comme ça, il y a la prépa physique, il y a l'entraînement, il y a la prépa administrative, tu l'as dit, hein, il faut les autorisations pour traverser la France, il faut faire un dossier, être validé, etc. Mais en termes d'entraînement, si on inclut entraînement et prépa physique, ça représente quoi pour toi sur une journée ou sur une semaine? Comme je faisais tout, non mais désolé, hein, je peux pas répondre à ta question. Oui, là j'avais une montre, mais des fois je rentrais, enfin des trucs je rentrais même pas sur ce travail. Enfin, tu sais moi j'étais vraiment pour, non mais moi je faisais, tu sais moi je m'en fous de montrer aux gens, hein, je faisais ça pour moi. Hein. Et même quand je suis partie dans la course et même dans la manche, j'avais même pas de montre. Hein. Enfin, moi, je cours jusqu'à Douvres. Hein. Tu vois? Ah non, mais moi, je suis vraiment à la sensation. J'ai vraiment commencé la course à pied, le triathlon à la sensation, et ça m'aide énormément. Hein. Du coup, maintenant, ça m'aide énormément. Là, je peux te dire quand je cours, à combien je cours, à peu près, limite à 0,5. Enfin, vraiment, je me connais tellement bien. Et en fait, je peux pas répondre à ta question parce que des fois, il y a des moments où je m'entraînais beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. J'ai fait des cycles en course à pied où 3 semaines, je courais beaucoup. 3 semaines où je courais plus du tout. Aucun impact. 0 impact pour pas me blesser. Je faisais beaucoup de vélo, beaucoup de natation et 3 semaines, j'en prenais progressivement. Et après, j'attaquais. Et ça, personne ne me l'a dit. Mais moi, je me suis dit en tête, attention Marine, tu te blesses, c'est mort. Donc les impacts, attention. 3 semaines, c'est le temps de cicatrisation des tendons. Donc je me suis renseignée. Voilà. Soyez curieux. Je me suis renseignée sur ça. Donc en natation, je me suis beaucoup entraînée, tu vois, je me suis entraînée avec le champion du monde du 25 km, j'ai pris un appartement pas très loin du camp militaire pour m'entraîner là-bas, encore du financier, tu vois. En fait, quand tu veux un truc, tu vas, quoi. Et donc je me tapais des 15 bornes de natation dans la journée, le soir j'allais courir, lui il allait pas courir le soir, tu vois. Mais voilà, après il faut faire des sacrifices, etc. Donc pour te dire, je n'ai aucune idée de mon temps d'entraînement parce que déjà je ne calculais pas, déjà je peux retrouver aucune donnée sur Strava, Garmin ou je ne sais pas quoi. Et je faisais vraiment la sensation, ok je suis fatiguée, je me repose un peu, mais je suis honnête avec moi-même. Ok là je suis fatiguée, non Marine t'as la flemme, mais ok t'as la flemme, tu sais juste que t'as la flemme, t'as pas envie, ok. Mais là j'ai envie d'y aller, mais je sens que mon corps est fatigué, donc repose-toi. Et ça c'est vraiment une force que j'ai chez moi, c'est de me connaître.
Et c'est C'est hyper dingue important. parce qu'on est de plus en plus en train de promouvoir justement des capteurs dans tous les sens, des wearables. On parle beaucoup de variabilité cardiaque. Enfin, il y a de plus en plus de data qu'on est en train d'accumuler. Et en même temps, comme tu dis, ça reste super intéressant de pouvoir aussi courir aux sensations, de se connaître. Parce qu'en fait, tu sais, c'est comme quand tu roules en voiture. Avant, les gens avaient un bien meilleur sens de l'orientation. Depuis qu'on met un GPS et qu'on a Waze partout, bah, on a perdu quelque chose. Tu vois, c'est une partie de notre cerveau qui est sous-développée, qu'on a perdu en fait. Et je pense qu'on a la même chose aussi, clairement, hein, avec les montres, les GPS, etc. Donc c'est hyper intéressant. Après, je dis pas que c'est nul, hein. Non, mais moi, je suis la première maintenant. J'aime bien courir avec ma montre maintenant. Si je l'ai pas, là, par exemple, j'ai fait le triathlon de Genève là dernièrement. Elle était pas chargée. Bon, enfin, c'est pas un problème en fait. Oui, c'est un peu chiant parce que j'aurais bien aimé voir combien je roule, à combien je cours. Mais c'est pas la fin du monde. Je savais pas si elle allait tenir sous l'Ironman. Bon, voilà. Mais maintenant, je pars, je la mets. Voilà. Enfin, attention, je ne dis pas que je l'utilise pas du tout. Si, maintenant, j'aime bien savoir. Par contre, jamais j'ai travaillé avec ma fréquence cardiaque et T'as pas de capteur de puissance sur le vélo, t'as aucune idée de ta cadence, ce genre de choses? Non, la cadence, c'est la mienne. Okay. Non, mais c'est marrant parce que enfin, tu vois, moi, typiquement, si je me rends compte que j'ai pas la montre au début du triathlon, limite, je sais pas, je prends pas le départ, quoi. Non, j'exagère. Non, mais bon. après, je peux comprendre. Non, mais parce que c'est une habitude que tu t'es créée et c'est aussi quelque chose qui te rassure. Et c'est normal. Non, mais je comprends très bien et j'ai aucun problème avec ça. Déjà, je suis pas pro, je suis pas professionnelle et je le serai jamais plus, hein. Et c'est pas ce que je veux. mais je veux dire, quand t'as tes repères, moi, par exemple, si j'ai l'habitude de courir avec mon téléphone dans la main quand je m'entraîne, tout le temps. Tout le monde me dit, mais comment tu fais? Et du coup, sur Ironman, je suis obligée d'avoir un petit bout de bois dans ma main. Parce que j'ai pas mon téléphone sur Ironman. Parce que je suis habituée. C'est con, combien dans votre bois? Mais tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Mais en fait, pour te dire, je comprends le fait que tu dises, si j'ai pas ma montre, je suis perdue. C'est normal. C'est une habitude, quoi. T'as créé cette habitude. En fait, tu peux pas arrêter cette habitude du jour au lendemain. C'est comme si on te dit, ok, en fait, aujourd'hui, tu cours sans basket. Ah. Tu vois? Enfin, j'exagère, mais c'est limite ça. Courir sans montre, c'est peut-être un peu moins traumatisant pour les tendons et autres que sans basket. Non, mais j'entends bien. Ouais. Faudra que tu me fasses penser, je t'enverrai une flip belt. C'est pas mal pour mettre le téléphone dans la ceinture et comme ça, tu cours sans rien sentir. Mais justement, tout à l'heure, tu parlais de faire attention aux blessures. T'as pas peur du déséquilibre à force de courir avec le téléphone ou tu changes de main? Là aussi, c'est encore une question bête. Mais en fait, on déconseille souvent de courir avec quelque chose dans la main, que ce soit une bouteille, un téléphone ou autre, par rapport au déséquilibre qu'on peut créer, surtout quand on fait de la longue distance. Déjà, aucune question n'est bête. Ça, faut le savoir. Mais non, parce que je change un peu. Et après, moi, j'ai envie de te dire, avec mes accidents, je suis tellement déséquilibrée. J'ai tellement un peu de toc-toc aussi dans ma tête. Non, mais en vrai, je pense que c'est tellement léger. Et puis, je cours pas non plus beaucoup. Hein. Enfin, moi, en vrai, depuis que je fais du crossfit et que je fais du vélo, je cours beaucoup moins. Et je cours beaucoup plus vite. Voilà. Mais non, ça m'a jamais... Enfin, peut-être que oui, c'est ce que je dis toujours. Hein. C'est comme le coach mental. Hein. Peut-être si je courais pas avec, peut-être que je courrais mieux, plus vite. Ça m'a jamais empêché, ça m'a jamais blessé jusque-là. Donc, pour l'instant, je garde. Peut-être que sans, ce serait mieux. Mais en fait, je peux pas te parler de quelque chose que je ne connais pas. Ouais, et sur ton enduro, t'as fait Londres, Douvres avec un téléphone à la main? Non, j'avais pas à la main, mais je sais plus. Mais je crois que je m'étais entraînée aussi un peu sans. Enfin. Et le truc de Marine Leleu, pourquoi tu cours avec un téléphone? C'est pour enregistrer ta séance Strava ou c'est pour prendre des photos pendant que tu cours? Enfin, c'est quoi ton habitude en fait? En fait, je l'ai toujours pris dès le début. Alors, j'ai une ceinture et c'est un peu mentir. Des fois, je le mets dedans, mais je suis pas bien, quoi. Après, mon téléphone, moi, quand je pars courir, je pars pas courir des heures non plus, quoi. Donc, bon. Mais c'est vrai que, ouais, oui, je fais des photos, je fais un peu de story, etc. Oui, ça fait hyper Instagrammeux, ça fait hyper la meuf qui machin. Ouais, mais je suis désolée, quand moi je poste sur les réseaux, les gens, ils critiquent, etc. Ouais, mais derrière, moi, j'ai des sponsors qui viennent me voir, donc arrêtez de critiquer et de dire que je fais la belle en me prenant en photo. Après, vous venez critiquer parce que j'ai des sponsors qui viennent me voir et pas vous. Ouais, mais bon. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir un peu ce qu'on veut. Et je le fais toujours avec plaisir. Et moi, mon credo, c'est le partage dans le sport. Et comment partager avec 1,5 million de personnes? C'est en partageant mes photos, mes vidéos, mes paysages. J'envoie des photos à mes parents, à mon groupe famille, etc. Donc, j'ai mon téléphone, voilà, c'est comme ça. Bon, finalement, ton téléphone, c'est ton outil de travail.
Oui, c'est vrai, mais après, encore une fois, je suis pas non plus. Mais des fois, je l'ai dans la main, il est en mode avion. Hein. C'est juste pour. Ok. Attends, mais revenons du coup, parce qu'on est parti un peu dans tous les sens. Mais parce que 18 heures de course à pied, Ouais, 15 heures de natation, 15h06. c'est un truc, faudra m'expliquer. Ça, enfin, tu vois, typiquement, on parlait des gens qui avaient du mal à visualiser le truc, tu vois. Moi, les 15 heures de natation, je t'avoue que j'ai encore beaucoup de mal, quoi. Autant le 115 km, j'ai jamais couru ça, hein, mais je pourrais me dire, tu vois, ouais, un jour, c'est possible, d'accord? J'ai mis. Ouais, la course à pied, j'ai mis 17h56. Donc j'étais contente. Pour 145 km, c'est pas mal. C'était ce que je voulais faire. Et en fait, dans la Manche, c'est compliqué en plus, parce que t'as pas le droit de toucher le bateau. Hein. Tu touches le bateau, t'es disqualifié. Hein. Donc c'est fini. Et le hein. juge, il est là pendant. Même pour les Le ravitaux. juge, il est là pendant 15 heures en train de regarder si tu touches pas le bateau. C'est chaud, quoi. Ah bah oui. Hein. Même sur les ravitaillements, moi j'avais peur qu'il y ait une vague qui me projette contre le bateau et que je touche. Ouais, parce que les ravitaux, bon, on a déjà fait un épisode avec Stéphane Leca, mais ça remonte déjà à quelques temps. Pour te ravitailler en course à pied, on imagine bien. Pour te ravitailler sur le vélo, on imagine bien aussi. Mais pour te ravitailler dans l'eau, tu fais comment? Tu nages avec un sac à dos et puis tu vas chercher. Non. Évidemment, mais ouais. Non, c'est une perche. Il te donne une perche. Après, tu t'arrêtes pas plus de 30 secondes parce que tu as beaucoup de courant. Et même si le bateau, il te suit un petit peu, moi, je prenais mes ravitaux et je me retrouvais en 15 secondes derrière le bateau, mais très loin, quoi. Parce que dans la Manche, au milieu, bon, ça bouge un peu. C'est pas le tropique, quoi. Donc, ça bouge un peu. Je prenais un bout de banane, je croquais, je renageais, je recroquais. Donc ta banane salée, quoi. Bah oui, mais bon, tu sais, au bout d'un moment, t'es plus trop à ça près. Ouais, non, j'imagine, mais bon, il y a un moment, enfin, t'en as bu. Enfin, moi, typiquement, je sais que quand je vais nager, alors après, c'est peut-être parce que je suis un très mauvais nageur, mais j'ai l'impression que, enfin, t'avales toujours un petit peu d'eau, tu vois, inévitablement, Oui. voilà, que ce soit du chlore Mais bon. ou de l'eau salée. Mais ouais, mais ça, sur 15 heures, tu vois, enfin, sur 50 bornes, t'as pas des problèmes d'estomac, tu des gonfles. trucs ou quoi. Non, pareil, tu t'entraînes dans la Manche. Ouais. Tu vas faire des entraînements de nuit, tu vas faire des entraînements à la Manche, tu loues un bateau pour ton entraînement. Tu payes quelqu'un qui t'emmène au milieu de Ouais, la donc Manche. en fait, 17 000, Donc, tu c'était sautes le dans truc, milieu de la mais Manche. ta préparation, ça t'a coûté 50 000 euros, quoi. Ou plus. Le prix d'un Il y a un point qu'on a abordé comme ça, mais petit appartement. Mais justement, je voulais revenir aussi dessus. C'est sur la partie alimentation. Alors, Olivier le disait, ça fait 10 jours qu'il est revenu de Vitoria, de l'Ironman. J'y étais aussi, pas pour le faire, mais pour accompagner des copains, et notamment Olivier. Et c'est marrant parce que sur la dizaine d'amis que je suivais, et pourtant, pour aucun d'entre elles ou d'entre eux, c'était leur premier Ironman, ils ont tous fini avec un sacré mal de bide. Alors, la question c'est, est-ce que c'était uniquement la chaleur ou est-ce que c'était aussi lié à l'alimentation? Donc, sur l'enduro, comment est-ce que tu fais pour t'habituer à t'alimenter? Parce que même à l'entraînement, tu ne te fais pas des entraînements de 15 heures de course à pied non-stop où tu vas t'habituer à t'alimenter. Tu ne te fais pas 15 heures d'entraînement de natation non-stop où tu vas t'habituer à t'alimenter. Donc, comment tu fais pour préparer ton corps à tout ça? Bah si, un petit peu. Alors moi, j'ai fait un 110 bornes où je l'ai fait en 16 heures, le 110 bornes. Donc tu vois, après, j'ai fait un 150 bornes en 18 heures. Donc je me suis aussi un peu améliorée. Mais j'ai testé un peu tout ça. Moi, je sais que je suis plus salée. Je sais que des fois, je suis un petit peu sucrée. Il faut faire attention de ne pas être trop en dette de sucré, de pouvoir bien, voilà. T'as l'alimentation qui va aussi avant, hein. C'est pas le jour de la course, hein, aussi, hein. De toute façon, le jour de la course, c'est limite fini, hein. Enfin, Mais c'est comme le sommeil, avant quoi. aussi. Tu dors Ça, pas la il faut- veille de il la faut- course, tu dors Voilà. plusieurs jours avant. Voilà, c'est ça. Après, moi, j'ai la chance, je pense, de jamais avoir été trop malade, etc. Dans la Manche, tu manges pas du tout pareil que sur un vélo ou en course à pied. Déjà, tu as l'horizontale, donc tu digères pas pareil. Voilà. Mais pareil, tu testes. Et puis, la natation, moi, je m'étais inscrite à des 25 km de natation en lac. Du coup, 25 km, c'est déjà pas mal, quoi. Et du coup, je testais mes ravitaillements. Et oui, je m'étais inscrite au championnat de France Open au libre. Donc, il y avait des Aurélie Muller, tu avais des gens qui venaient de l'étranger, etc. Le coup de fusil était lancé. Au bout de 10 secondes, j'étais toute seule. Et les meufs, elles m'ont mis presque 10 bandes dans la vue. Et j'étais derrière, et le mec, il se dit, mais c'est qui cette meuf? C'est qui cette guignole? En fait, je m'en fichais. Moi, je voulais juste nager, je m'en fichais. J'ai même pas pu finir parce que j'étais hors délai. J'ai fait que 24 km. Mais en fait, je m'en fiche. Moi, je voulais juste faire de la distance et tester mes ravitaillements. Voilà, moi, j'ai aucun problème à ça, être la dernière et qu'on m'attende et que je sois lynchée. Franchement, je fais chose pour moi, hein. Donc voilà, tu testes, tu fais des grosses courses, tu testes des trucs. Moi aussi, en faisant des marathons, etc., je sais ce qui me convient, je sais ce qui me convient pas. Voilà, mais j'ai jamais eu de problème. J'ai la chance de jamais avoir eu de problème sur Tu ça. parles de cut-off sur le. Et je sais que, par exemple, désolée, je te coupe, mais par exemple, 2-3 jours avant une course, je mange plus de gluten. Je suis pas allergique du tout au gluten, pas du tout. Voilà, mais je mange pas de gluten. Et le jour de la course, pareil, je m'étais fait des petits wraps, mais au maïs.
pas au blé. Je sais pas si ça joue quelque chose, c'est peut-être mental. Voilà. Ouais, non, gluten, potentiellement, effectivement, ça peut créer des inconforts digestifs. Donc, c'est vrai que t'as pas forcément ces inconforts au jour le jour, mais quand tu fais un gros effort, potentiellement, effectivement, là, ça peut, c'est le genre de truc qui peut jouer un petit peu. Et peut-être juste pour reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure, oui, le gluten, ça peut générer des problèmes, mais testez avant, quoi. Vous lancez pas 3 jours avant la course à vous dire, tiens, cette fois-ci, sur cette course-là, je vais tester. Non, testez ça sur un gros week-end d'entraînement. Non, mais bien sûr. Non, mais même sur un marathon, quand vous faites vos 30 km, testez votre petit-déj, testez vos ravitaillements. Moi, je sais que 3 semaines avant un Ironman, je fais souvent 160 en vélo, puis le lendemain, je fais 30 à pied ou à peu près un truc comme ça. Je teste aussi tout ça. Voilà, tester en fait. Sur l'enduroman, il y a un cut-off aussi, j'imagine. C'est combien de temps? Non, il n'y a pas de cut-off. Pour ça. Tu le fais en 2 semaines, c'est bon aussi. Mais je vois pas trop l'intérêt. Oui, après, je vois pas trop l'intérêt. Ouais. Et après, t'as quand même des dossiers à rendre, des machins et tout. Ouais, puis t'as ton jury, t'as ton juge là qui dort pas derrière aussi. Enfin. Voilà. Ouais. Ok. Ah, t'en as qu'un, il se relaie pas à plusieurs, quoi. Non. Ouais, mais c'est parce que enfin, faut rester éveillé, quoi. T'as mis combien de temps au total avec le vélo? 69 heures. 60 heures. Donc presque 3 jours. Donc toi, tu dors pas pendant 3 jours et ton juge non plus. Ça dépend, tu faisais des siestes? Si, j'ai dormi quand même. J'ai dormi 3 heures après la course à pied et 8 heures après le Ah oui, donc t'as quand même fait une nuit, ok. Ah oui. Ok. Après, j'ai quand même battu le record de 20 heures. Bon, que Perrine a battu après, mais ouais. Mais Perrine a mis plus de temps en course à pied, en natation et vélo que moi, mais moins de temps sur les transitions. Je me trompe ou Perrine, j'ai en tête qu'elle a mis 33 heures dans l'eau, non? C'est sa première traversée. Parce qu'elle a fait 2 fois l'enduroman. Sa première traversée. Ouais. Ok. Et pour reboucler un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, une fois que tu as fait l'enduroman, ou une fois que tu as atteint un premier objectif, tu as un petit peu ce blues du qu'est-ce que je fais après? Du coup, comment tu t'es relevé de ça? Qu'est-ce que tu as fait après l'enduroman et sans forcément regarder ton planning à court terme, mais qu'est-ce que tu visualises dans 1 an, 2 ans, 5 ans? Est-ce que tu te fixes déjà des défis de malade pour te tenir un peu en haleine? C'est un peu particulier parce que moi, 10 jours après l'enduroman, je me suis fait percuter par un camion et j'ai été hospitalisée pendant 2 semaines. J'ai fait du coma et tout ça. Donc moi, c'était compliqué parce que je suis passée de là à sous terre. Mais je sais pas, c'était très très dur. C'était très très dur, ouais. Donc, je savais pas si je pouvais pouvoir remarcher, rebouger, etc. Donc, après, quand tu as fait un truc comme ça, c'est très compliqué. Oh, attends, 2 semaines. Donc, je peux pas trop. 2 semaines après la course. Oh. Je me suis fait percuter par un camion. J'ai fait 2 semaines de coma. Ouais, je me suis fait greffer les épaules, la jambe. J'ai dû réapprendre à marcher, à courir. Ouais, c'était dur. Ouais. Et ouais. Ok, parce que du coup, t'es sortie de l'hôpital après combien de temps et comment ça s'est passé là? 2 mois. Waouh. 2 mois et j'étais en transfert en centre de rééducation. Waouh. Ok. Et pour le coup, t'étais... Enfin, je veux dire, le camion était en faute. Oui, il a grillé un feu rouge. Je suis toujours en procès actuellement. Waouh. Ok. Je suis gagnante à 100%, mais... Du coup, sans parler de comment on se remet de ça, mais quand est-ce que tu remontes en selle et quand est-ce que tu te remets sur un entraînement classique et sur des compétitions, en fait? Qu'est-ce qui t'anime après cet enduro? Sans stopper forcément sur l'accident, mais après l'enduro, qu'est-ce qui te fait que tu reprends l'entraînement et tu te remets en selle? L'amour du sport. En fait, moi, j'aime ça. Et j'aime les émotions, j'aime tout ça. Et moi, mon objectif, c'était déjà de pouvoir recourir 5 km. C'était pas gagné. Enfin, déjà de marcher au début. Et ouais, c'est de reprendre. Et puis, me reprouver que j'étais capable de faire quelque chose. Donc, plus jamais de ma vie, là, je pourrais renager autant. Plus jamais de ma vie, je pourrais courir autant. Parce que j'ai une très grosse cicatrice sur la jambe et je suis très... Enfin, j'ai mon gros orteil du pied, je peux pas trop bouger encore maintenant. Je bougerai plus jamais de ma vie. Mais c'était juste au moins faire un marathon. Et au moins refaire quelque chose. Et on s'en sort plus fort de cette blessure, changé, grandi. Et après cet incident, j'ai repris les entraînements petit à petit. J'ai pris le temps, j'étais bien encadrée, bien aidée. Et j'ai refait un marathon et j'ai fait mon meilleur temps. Et merci la vie, merci mon petit corps. Et oui, j'ai couru plus vite, j'ai couru mieux. J'ai couru plus avec la rage, avec le cœur. Donc, je pourrais plus jamais courir autant, aussi longtemps. Mais je cours différemment parce que j'ai le même corps qu'avant, mais je suis peut-être changée. Je suis plus grandie.
Et cette blessure et cet accident, les choses n'arrivent pas par hasard. Et maintenant, je sais l'importance du corps, je sais l'importance de la récupération, je sais l'importance de prendre soin de soi. Et que les entraînements, c'est bien, les médailles, c'est bien, les chronos, c'est bien, mais la vie, c'est mieux. Voilà. Tu dis c'est pas arrivé par hasard, c'est un truc moi qu'on m'a déjà dit aussi, parce que bon, j'ai eu des accidents, mais pas du tout à ton niveau évidemment, mais voilà, j'ai eu des accidents à vélo, de route, des trucs comme ça, et on m'a déjà dit aussi, ouais, mais c'est parce que t'en fais. Et c'est vrai que souvent, ça arrivait quand j'en faisais peut-être un peu trop. Enfin, j'en faisais beaucoup en tout cas. C'était des périodes comme ça, tu vois, après, c'est difficile, tu vois, mais pourquoi tu dis que c'est pas... Non, après, bien sûr, j'aurais préféré ne pas avoir ça. Mais maintenant, je suis différente et je suis peut-être plus moi. Ça m'a fait prendre le temps de me poser, de me dire qu'est-ce que je voulais dans la vie, qu'est-ce qui était important. Bien sûr, j'aurais voulu ne pas avoir ça, parce que j'aurais bien voulu avoir une justesse de ma jambe toute ma vie, quand même. Mais bon, même pouvoir tendre mes deux bras, je peux pas tendre mes deux bras sur la tête, c'est compliqué, hein. Donc, bon. Ouais, du coup, on voit que là, tu arbores un joli bracelet Ironman au poignet pendant qu'on enregistre. Donc, du coup, tu as quand même repris sérieusement la route de l'entraînement et des compétitions. Et bien sûr, mon Ironman, là, c'était il y a 3 semaines et c'était la première Ironman depuis l'Enduroman. Ça faisait 4 ans que j'avais pas, même 5 ans que j'avais pas fait. Ni un triathlon ? T'avais fait un triathlon aussi ? Enfin, plus court ? J'avais fait un half qui était très bien, mais j'avais fait un half sans la course à pied parce que je pouvais pas encore courir. Donc c'est dur aussi moralement de se dire je m'inscris à une course, mais je sais qu'au parc à vélo, je vais aller dire au juge j'arrête, même si c'est prévu, je rends ma puce et je suis DNF. Et ça, faut se forger aussi. Mais ça fait partie de l'entraînement et ça fait partie aussi de tout ça. Voilà. Donc ouais, j'ai refait un Ironman et c'est très cool, mais voilà. Ça n'a pas la même saveur. Et du coup, pour la suite, comment tu vois ta suite, en termes sportifs, en termes de coaching, en termes de projet ? On n'a pas parlé de ta marque de chaussettes, mais est-ce que ça rentre aussi dans tes projets futurs ? Oui, bien sûr. Abonnez-vous, vous verrez. Non, en fait, oui, il y aura d'autres courses, il y aura plein de choses. Moi, j'aime pas trop prévoir parce qu'on l'a bien vu par rapport à l'accident ou même par rapport à la crise sanitaire qu'on a eue. Tu prévois les choses, t'es souvent déçu. Je pense qu'il faut avoir des choses en tête, mais pas trop avoir des choses figées, parce que par rapport à tes rencontres, par rapport à ce que tu fais, par rapport à la vie, ça peut changer. Et c'est OK, en fait. Et j'ai pas envie d'être déçue de la vie. Donc oui, j'ai des objectifs. Oui, il y aura un marathon avant la fin de l'année. Normalement, si tout se passe bien. Oui, je fais les 24 heures du Mans vélo, normalement, avec des copains. Bien sûr, l'année prochaine... C'est génial, ça, je l'ai fait aussi il y a quelques années. Ouais, c'est top. Excellent. Hein. Vous êtes combien dans l'équipe ? On est 4. 3 pompiers et moi. Ok. 42 moyenne minimum. Oula. Et donc voilà. Et après, oui, j'aimerais bien refaire des Ironman l'année prochaine. On verra. Et si jamais, en fait, j'aime plus le triathlon et en fait, je me mets au golf ou à l'escalade, c'est très bien. Moi, le sport, c'est important pour moi. Je te parle pas que du triathlon ou de la course à pied ou quelque chose. C'est ce qui m'anime le cœur et c'est ce qui m'anime en ce moment. Et c'est ce qui me rend vivante quand je suis sur un vélo ou quand je cours ou quand je nage. Mais la vie, ça peut changer. Donc voilà, il faut vivre avec son époque, avec son temps et avec son corps, en fait. Voilà. C'est trop bien, je trouve. C'est hyper cool d'entendre cette vision que tu as du sport où tu te mets... en fait, tu te mets un peu moins l'impression et pour autant, tu continues à le faire. Enfin, t'es à fond dedans, tu vois. Je veux dire, t'es à fond dans le sport, mais tu te mets moins le truc de... Enfin, tu vois, moi... Mais t'es pas déçu, en fait. Ouais, moi, tu vois, j'avais un truc, j'ai été assez rigide. J'avais un Ironman sur lequel je me suis inscrit en 2019. Et puis, ça a été annulé, reporté. Je me suis fracturé la clavicule, etc. Donc, il a été reporté. Donc, en fait, je l'ai préparé 4 fois, mais 4 fois, j'ai préparé la même course. Et à chaque fois, j'étais en mode, non, mais cette course, je la fais, tu vois. Il y avait pas de ok, il se passe un truc, c'est pas grave, je recommence. Et le fait de se dire, en fait, finalement, ouais, je me mets des objectifs, mais je peux être flexible, tu vois. Et de me dire, en fait, finalement, finalement, ça se met pas trop, tu sais quoi, mon marathon, c'est pas grave, je vais plutôt aller faire un trail, ou j'en sais rien, tu vois, c'est quand même... Et moi, j'ai l'impression que là, le fait d'avoir mon Ironman derrière moi, là, je me dis, en fait, je vais peut-être pouvoir justement avoir cette approche un peu plus relax. Ça veut pas dire que je vais m'entraîner moins, parce que, tu vois, je sais que j'en ai besoin et que, voilà, ça fait partie de moi, et voilà. Mais au moins avoir cette approche de me dire, en fait,
on va voir comment ça se passe et je vais le faire et voilà. Et peut-être que potentiellement mon chrono sera j'aurais fait une prépa un peu moins spécifique, tu vois, je me serais peut-être un peu moins donné, mais voilà, et ça fait partie d'un tout, quoi, tu vois. Bah, peut-être, parce que là, le compteur tourne. On t'avait dit environ 1 heure, donc on dépasse un petit peu. Mais si tu avais un conseil, un autre à donner à des gens qui veulent justement devenir triathlète, qu'est-ce que tu pourrais leur dire d'autre que ce que tu as déjà dit pendant tout cet épisode? Ou comment est-ce que tu pourrais résumer tout ce que tu as déjà dit? Je dirais qu'il faut savoir dans quoi les gens se lancent, même si on ne sait jamais vraiment dans quoi c'est. Et c'est ça l'aventure, c'est ça le challenge. Fixez-vous des triathlons, des distances qui sont atteignables pour vous. Ne voyez pas trop grand, mais voyez quand même challengeant. C'est important. Soyez curieux, comme j'ai toujours dit. Intéressez-vous, renseignez-vous, parlez et faites votre propre expérience. Testez les choses avant tout et entourez-vous des gens qui vous comprennent, qui vous encouragent aussi, c'est important. Et surtout, tout ce que le triathlon vous apporte, tout ce bonheur, toutes ces endorphines, partagez-le aussi, ça fait du bien aux autres. Super. Bah écoute, Marine, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, puis pour toutes ces pensées super positives, je trouve. Allez, pour ceux qui te suivraient pas encore, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux? Enfin, toi et la marque Liv. Alors, la marque, vous pouvez la retrouver donc sur Liv officiel sur Instagram. Vous pouvez aussi suivre Chloé, mon associée, meilleure amie, agent aussi. Et moi, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Et puis, retrouvez-moi sur les courses aussi. C'est important. Encouragez-moi, comme vous voyez. Moi, je vous encourage aussi quand je vous vois. Encore une fois, j'étais là à l'arrivée du dernier au triathlon de Genève et c'était juste trop beau en fait. Et voilà, vous pouvez me retrouver là. Et puis sinon, si vous me voyez dans la rue, n'hésitez pas à venir me voir. Vous êtes beaucoup à venir me voir. Mais il y en a beaucoup aussi qui m'envoient des messages en me disant j'ai posé venir te voir, etc. Au contraire, on partage encore plus. Super, trop cool. Bon, le temps est passé à toute allure. J'ai encore plein de questions qu'on aurait pu, plein de trucs qu'on aurait pu aborder, mais voilà, ce sera pour une prochaine fois. Merci en tout cas, c'était hyper cool comme échange. Merci beaucoup. Voilà. Trop cool, merci beaucoup. Je te connaissais de loin, de nom, comme ça, voilà, mais voilà, j'ai découvert qui tu es. De près maintenant. Et je penserai à toi et on va partager aussi les fameuses photos. Ça, je les veux, hein, les photos avec les lunettes H&M sans peau de chamois. T'inquiète, je vais te trouver ça. Super. Donc on fera ça, on partagera ça sur les réseaux. Merci beaucoup. Trop bien. Merci. Merci à vous les gars en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.